C'est officiel, la Pomme organise le 9 septembre prochain un Apple Event que nous couvrirons en direct. Qu'attendre des iPhone 16 et 16 Pro? Tim Cook peut-il prendre le risque de vendre en Europe son nouveau téléphone dépourvu d'Apple Intelligence? Et ce, à l'heure où l'IA est justement l'argument de vente numéro 1 de Google, qui a déjà présenté ses Pixel 9, découverte de cette nouvelle gamme qui s'annonce comme une référence sous Android. Autre annonce attendue, de nouveaux AirPods, iPad et iPad mini, sans oublier un renouvellement de l'Apple Watch avec des avancées significatives pour célébrer le 10e anniversaire de la montre connectée. Enfin, quelle surprise en guise de One More Thing. Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. C'est déjà la 15e saison de notre émission, 521e épisode les amis. Merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Un salut particulier comme chaque semaine aux membres du club ORLM, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. C'est un abonnement payant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, quelques jours en avance. Et vous pouvez en contrepartie poser des questions en direct sur notre chaîne YouTube ou encore via le chatroom en Discord et venir ici au Village Baïséa à Paris, au cœur de Paris, dans le 8e arrondissement, assister à des enregistrements aux coulisses. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant ce QR code. Avec à mes côtés, pour nous dévoiler l'iPhone 16, mais aussi son concurrent, le Pixel 9. Il revient revigoré après 2 mois de vacances, ou presque un mois pour nous. Tonton Steph, bonjour Stéphane Zibi. Bonjour à toutes et à tous. Il est lui aussi regonflé à bloc pour cette rentrée. Il a testé les bêtas d'iOS sous toutes les coutures. Laurent Pantanage d'ActImo.com. Bonjour tout le monde. Tu es vachement bronzé pour quelqu'un qui revient du Nord. Ouais, rien du Nord, de la Corse. De la Corse. En duplex, celui qui est à l'origine du concept de Star System, c'est lui qui écrit mes lancements. Le prince de la tech, l'éblouissant. Rien que ça, Christophe Degrave. Bonjour Christophe. Underside. Alors tu es le moins bronzé, toi, c'est curieux. Mais je ne te permets pas de jugement. Il est belge, une fois. Je suis super content de retrouver les copains pour la rentrée. Franchement, on va avoir une saison de dingue, j'en suis persuadé. Ça va être des produits de fou. Oui. J'ai trop hâte de partager ces moments avec vous. Et puis on va parler même de produits qui ne sont pas des produits d'Apple. Vous allez voir tout à l'heure avec Stéphane et le Google. Et le passionné de tech, mais aussi de véhicules électriques, le cofondateur de Mac Forever, site partenaire de cette émission, Didier Poulicani. Bonjour Didier. On est tous passés chez Google cet été. Moi aussi, c'est la nouveauté de l'été et c'est ça. On va le comparer à l'iPhone. C'est pas un 1er avril, pourtant. Non, pas encore. Vrai. Alors qu'attendre de l'Apple Event qui sera organisé lundi prochain, le 9 septembre, à partir de 18h30, tout sera en direct sur notre chaîne YouTube. Soyez au rendez-vous. C'est l'objet du premier sondage de cette émission. On vous a posé la question: que souhaitez-vous qu'Apple annonce le 9 septembre prochain lors de son Apple Event? Et vous étiez 37,1% à répondre à un iPhone 16 et 16 Pro. Seulement 13,3% à souhaiter de nouveaux AirPods. Par contre, une majorité, surprise, pour une Apple Watch 10. Il faut dire que l'Apple Watch fait ses 10 ans cette année, 38,7%. Et enfin, un nouvel iPad ou un nouvel iPad mini, seulement 10,8%. Pas mal de questions, énormément de questions pour cette émission encore. Merci beaucoup. Notamment de la brique sur X, alias Lali Gaga. Je souhaiterais appeler l'intelligence en premier. Les iPhones, c'est acté, mais c'est donc sans surprise. Par contre, j'aimerais une annonce sur les AirPods avec la captation de santé, de données de santé à voir. C'est aussi une piste. Autre réaction d'HBG sur X, au-delà du matériel, une annonce fracassante sur le recrutement massif d'une équipe pour un contrôle qualité du logiciel et assez féroce et sans concession depuis trop longtemps déjà. Le logiciel tombe en ruine chez Apple. Alors, c'est un peu sévère, Didier, mais c'est vrai qu'on aurait besoin de resserrer quelques boulons. Oui, et tu sais, moi je pose des tweets de temps en temps pour sonder un petit peu les gens. Et il n'y a pas longtemps, je parlais de AirDrop, qui est une super fonction, vraiment core produit d'Apple. Tu achètes un iPhone, des fois, ça fait partie des raisons pour lesquelles tu achètes un iPhone, AirDrop, iMessage, le copier-coller du Mac et tout. Et tu t'aperçois que ces fonctions qui fonctionnaient bien avant fonctionnent de moins en moins bien. Et AirDrop, moi, je l'utilise quasiment plus pour transférer des vidéos parce que je sais que ça plante, tu vois, une fois sur deux. Et je suis assez surpris de ça. Et je me dis, oui, effectivement, Apple devrait mettre peut-être un petit peu plus d'énergie à conserver des fonctionnalités qui marchent que d'ajouter des trucs que tu n'utilises pas forcément d'année en année, quoi. Stéphane, j'ai senti une remarque glissée
Mais vas-y, tu disais. Non, je dis, ils sont en manque d'argent. Ils sont en manque d'argent, bien sûr. Autre réaction de David alias DevTech FR. Cette année, je n'attends pas grand-chose. Comme Apple Intelligence ne sera pas disponible de suite en France, autant attendre l'iPhone 17. Mais curieux de voir la Watch 10, l'iPhone 17. On en parlera dans le dernier chapitre de cette émission parce qu'il y a du lourd. Autre réaction de Mano sur Twitter. Regardez, j'attends Apple aussi bien sur le nouvel iPhone 16 Pro Max que sur l'Apple Watch Series 10. Et pour le coup, je souhaiterais une augmentation de l'écran de ces deux produits. J'ai bien sûr hâte qu'Apple Intelligence soit disponible en Europe et j'aimerais une keynote en direct. Laurent, en direct, c'est pas gagné. Non, c'est mort. Et c'est mort. Et je me suis toujours posé la question de combien de temps avant c'était tourné. Tu vois, et je sais pas, c'est difficile d'avoir cette info, hein, c'est pas quelque chose qui communique pas dessus. Et je me suis toujours dit, c'est peut-être tourné 3-4 jours avant, peut-être une semaine avant, max. Et donc, j'avais l'idée que quand on avait l'annonce, tu vois, c'était vraiment frais, quoi. Et là, on a une petite fuite, alors ça vient toujours du même Leakers, hein, mais... Mark Gurman qui dit que ça a été tourné possiblement il y a déjà 2 semaines. Ah ouais. Donc ça voudrait dire que ça serait tourné quasiment 3 semaines avant. Et je trouvais que ça avait enlevé une partie de la fraîcheur. Alors, on a Stéphane qui, lui, te dit, mais moi, je suis très content parce que j'adore le format bien léché et tout ça. Tu préfères la version Moi, j'aimais bien le côté vivant, percutant du live, comme ou je sais qu'il le hésitation. disait. Ouais, ou hésitation. Ou des mots qui foirent. Genre les effets Bonaldi. Oui. Ouais, c'est marrant, on parlait de Bonaldi avec Philippe Vandel lors de l'enregistrement de On refait le Mac tout à l'heure. On refait la F1, soyez suivez, on refait la F1 qui est en ligne depuis lundi soir. Allez, on fait tourner un petit peu la parole. Didier, Christophe, vous regrettez le live ou vous êtes plutôt fan de l'enregistrer ? Moi, de mon côté, je suis assez fan du format live. Parce que je trouve qu'on perd quand même un peu de proximité avec le public. En tout cas, Apple perd un peu de proximité avec le public. J'aimais bien quand potentiellement Steve se fâchait parce qu'il n'y avait pas assez de Wi-Fi dans la pièce. Jeter un iPhone parce qu'il ne marchait pas, c'est ça. Voilà. C'était plus vivant et c'est vrai qu'il y a pas mal de boîtes, Nintendo, PlayStation, qui font des enregistrements, des pré-enregistrements d'émissions qu'ils vont passer après en faux live finalement. Et c'est vrai que effectivement c'est quelque chose qui est plus affiné en termes d'information, qui est plus léché, mais on y perd vraiment, je trouve, en termes de lien direct avec le consommateur. Didier, tu partages ? En fait, tu as tout dit, c'est-à-dire quand c'était Steve, effectivement, il fallait que ce soit en live, et je pense que même lui, je suis pas sûr qu'il aurait aimé faire des enregistrements, parce qu'il aimait créer. Quand tu le vois sortir le MacBook Air de l'enveloppe, et il attend la réaction du public, et là, en fait, il n'y a plus le public. C'est-à-dire que c'est assez étonnant, mais quand tu es Tim Cook, tu n'arrives plus à créer ces effets un peu comme ça. Il n'y a pas le même charisme. On a l'impression d'être un peu à l'église, on écoute le prêtre parler. Et du coup, avec Tim Cook, ça me choque moins. Par contre, il y a un petit truc qui me choque quand même, c'est qu'il continue à envoyer des hordes de journalistes en avion, en première classe, à l'autre bout du monde pour regarder la télé. Et ça, je trouve que c'est un peu indigne d'Apple aujourd'hui, alors qu'ils pourraient faire des présentations de produits dans tous les pays, inviter un peu plus de gens. Et Olivier Frégard. Oui, mais du coup, on ne pourrait pas faire le live si on fait ça. Quoi qu'on pourrait faire le live en duplex du Cupertino, ça serait. Mais il faut suggérer. On peut venir aussi. Oui, tous ensemble, allez, tous en première avec Apple. Allez, beaucoup d'annonces possibles lundi prochain, et bien sûr, on commence par les nouveaux iPhones. Qu'attendre des iPhone 16 et 16 Pro ? L'évolution, c'est la plus visible. Stéphane, et le changement de taille cette année des 16 Pro pour les différencier de la gamme 16 et 16 Plus, c'est la vraie nouveauté, c'est une version Pro un peu plus grande, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, nous avons des iPhone Pro que nous avons dans nos poches depuis plus d'un an. De toute façon, le form factor n'avait pas beaucoup évolué depuis des années. Là, pour la version Pro Max, on passerait à 6,9 pouces. Ouais. Les 16 Plus qui avaient la même taille resterait à 6,7 pouces. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui. Par contre, pour le Pro, comme pour le 16 tout court, il y a également du changement. On passe à 6,3 pouces pour le 16 Pro et à 16 pouces, ce serait 6,1 encore. Donc on aura 4 tailles différentes, ce qui est une première à ma connaissance
depuis qu'Apple sort autant d'iPhone chaque année. Pour différencier la gamme, on dirait grand public de la gamme Pro, donc en résumé, on aurait un iPhone 16 6,1 pouces, un iPhone 16 Plus 6,7 pouces, voilà. Un iPhone 16 Pro 6,3, donc plus grand que l'iPhone 16, et un iPhone 16 Pro Max 6,9, un peu plus grand également. Et puis, on s'attend également, les amis, je ne sais pas qui veut en parler, allez, peut-être Christophe pour faire tourner un petit peu la parole. On s'attend à des nouveautés côté design, je crois. Oui, déjà au niveau des couleurs. Pour l'iPhone 16 et 16 Plus, on va avoir du noir, on va avoir du vert, du rose, du bleu, du blanc. Donc c'est quand même un panel de couleurs en fait assez large pour l'iPhone 16 et 16 Plus. Et puis du côté, par contre, si on le compare avec l'iPhone 15 qui lui était noir, blanc, vert, je pense, il y avait du jaune, non ? Oui. Et du rose. Donc c'est quand même légèrement différent. Ce sont des couleurs plus marquées, un peu plus, on va dire, trendy cette année. Alors, qu'est-ce que l'année dernière, Didier, la grande nouveauté du côté de l'iPhone Pro, c'était l'arrivée d'une couleur titane et d'une matière titane pour la célébrer. Est-ce qu'il y aura du nouveau du côté des 16 Pro et des 16 Pro Max ? Question couleur, Didier. Oui, ça fait un petit moment là qu'il y a une nouvelle couleur. On sait à peu près que c'est un peu du doré. Alors, il y en a qui sont moqués en disant que c'était un peu couleur caca, tu vois. Et donc, la dernière appellation qui est sortie ce week-end, c'était titanium du désert, en gros. Donc, couleur un petit peu, tu vois, doré, le noir, sable, un peu comme ça, qui a l'air assez stylé, franchement. Et puis, tu sais, les couleurs dorées, en Asie, ils aiment beaucoup. Donc, je pense que c'est aussi pour ça. Et après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aimerais bien quand même des iPhone Pro qui soient un peu colorés aussi, parce que il n'y a pas de raison, après tout. Ouais, donc on aurait du noir, du blanc, de l'argent. Donc l'argent, c'est la version titane. Comme d'habitude. Pardon, du gris, ce serait la version... Alors je reprends, on aurait du noir, du blanc, de l'argent et du gris pour la version titane, et une version titane désert, donc une sorte de titane teintée en doré. À un moment donné, il était évoqué qu'il y ait une version rose, voilà, mais en fait, il semblerait qu'elle ne soit pas au goût du... Là, il y a 4 couleurs différentes par rapport à l'année dernière. Il n'y en a aucune qui ressemble à l'année dernière, à cette année, pardon. Attends. Le noir, c'est un vrai noir, il ne ressemble pas à celui Oui, mais ça, c'est alors le blanc qu'on vous voit à l'écran, c'est un rendu 3D. Hein. C'est pas encore une fois les couleurs officielles d'Apple. Donc, il y a juste le titanium qui serait récupéré. Quoi. Voilà. Alors revenons aux écrans, Laurent, qui devraient également évoluer, mais les écrans cette année évoluent plutôt, ils vont grandir, mais plutôt à la marge. Hein. Ouais, écoute, alors il y avait déjà eu un affinement des bordures, et ça devrait se continuer, surtout sur la gamme Pro. Ouais. Donc, elle était aujourd'hui sur le 16 Pro, elle serait de 1,2 mm contre 1,71. Donc, ça fait quand même un demi-millimètre. Tu vois, c'est pareil. Potentiellement, si c'est de chaque côté, ça fait 1 mm au total. Hein. Donc, et c'est quelque chose. Et alors, ça ne serait que de 1,15 au lieu de 1,55 sur le 15 Pro Max. Donc là, c'est vraiment, tu vois, il ne reste plus rien au bord. C'est quand même 26% de réduction. Hein. C'est pas rien. Encore une fois, c'est des modèles incrémentaux, d'amélioration incrémentale. Donc voilà. On reste sur l'écran ? Ouais, alors, nouvel écran OLED qui serait 20% plus lumineux, c'est-à-dire que plus lumineux que le 15 Pro actuel. Hein. Qui est déjà très lumineux. Ouais. Donc il irait jusqu'à 1200 nits en SDR. Alors Stéphane, toi qui es un grand fan de photos, puisque tu t'amuses avec à nous faire des comparatifs avec notamment les téléphones Android, on a vu arriver l'année dernière un nouveau bouton sur l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, à savoir le bouton Action. Cette année, il y a encore un nouveau bouton qui va apparaître. Alors il y a un bouton qui est apparu, qui a remplacé le bouton mécanique qui permettait de passer en mode silencieux et qui a été, pour moi, à mon sens, et pour beaucoup, un peu sous-utilisé. On pourra faire un petit peu mieux cette fois-ci. Cette fois-ci, nous allons avoir un bouton supplémentaire sur la tranche d'arrêt où il y aurait le déclenchement de l'appareil photo. Je ferai que ça. Qui ferait que ça pour le moment, mais peut-être ils l'ouvriront. En tout cas, c'est sur la tranche droite, juste en dessous du bouton de verrouillage. Ouais, comme on voit sur l'image. Comme ça, comme ça. Et donc on aura la possibilité donc de faire clic-clac, merci Apple, on dit plus Kodak maintenant. Oui, mais même aller plus loin, hein, on pourra interagir avec l'appareil photo pour la mise au point. Il y aura une capture de pression. Hein. Et je pense que, de toute façon, il y a bien cette génération-là qui est pour prendre des photos, pour filmer, etc. Ils veulent vraiment positionner cet appareil-là à la place des Canon et autres Fuji et Sony. Et donc ça devient cette fois-ci un énorme...
plus qu'un concurrent, ça y est, il y a un basculement. Et on se demande pourquoi ils l'ont pas fait avant, par contre. Ouais, encore une fois, ça reste de l'incrémental. Laurent a raison, Didier, mais il faut quand même essayer de trouver des petites nouveautés qui donnent envie d'acheter le nouveau modèle par rapport à la concurrence, même si, encore une fois, rappelons-le, on ne vous encourage absolument pas à changer de modèle tous les ans. Bien au contraire, puisque en moyenne, les utilisateurs d'iPhone changent de téléphone tous les 3 à 4 ans, si ce n'est pas 5 ans. Il y aurait donc, c'est important, ce serait très utile, toi qui filmes énormément, Didier, avec ton iPhone, d'avoir ce bouton, s'il y a ce capteur de pression pour détecter différents niveaux de pression, justement. Ça serait très utile. Hein. Ouais, puis tu pourrais imaginer enfin, on en a parlé là dans les rumeurs, mais d'avoir le zoom par exemple, tu vois, tu glisses un peu dessus, il te fait du zoom, ça peut être pas mal. En fait, c'est clair qu'aujourd'hui l'iPhone est quand même beaucoup, quand tu vois tous les touristes partout dans les villes et tout, on l'utilise quand même énormément pour les photos. Donc c'est vrai que le penser un peu mieux pour les photos, je tweetais il y a pas très longtemps, moi je rêve d'un iPhone même qui soit beaucoup plus optimisé pour la photo ou pour la vidéo, tu vois, qui soit même un peu plus robuste, même un petit peu plus gros, mais avec une batterie qui tienne mieux. Et on parlait de l'écran tout à l'heure, tu sais, en photo, tu as besoin de voir ce que tu fais, donc c'est bien que les écrans soient lumineux. Mais je sais pas si sur votre iPhone, vous avez pris des photos cet été, mais moi, mon écran d'iPhone dehors, il est tout sombre. Parce qu'en fait, dès qu'il fait chaud, dès que tu l'utilises un petit peu longtemps, ça dure 3 minutes et l'iPhone s'éteint tout de suite. Donc moi, j'aimerais beaucoup qu'ils fassent des efforts aussi là-dessus. C'est-à-dire, OK, on te met des boutons, on te le transforme en photophone, mais derrière, il faudra vraiment qu'ils tiennent un petit peu la cadence. Et là, il y a beaucoup de gens qui étaient déçus de ça. J'ai l'impression que plus les iPhones sont puissants, et moins il tient au niveau de l'écran, quoi. Oui, et puis moi, ce que j'aimerais bien, comme toi qui utilise énormément l'iPhone comme une caméra, donc on a la possibilité de brancher un disque dur externe. Donc ça, c'est top. Mais être obligé d'enregistrer en 4K ProRAW, oui. c'est juste une aberration. Quoi. Et puis aussi, tu vois, quand tu utilises ça pompe du courant sur ton iPhone. Enfin, en fait, on sent aujourd'hui qu'il y a quand même un besoin de faire de ces téléphones un peu des caméras et qu'il faudrait presque un modèle dédié pour ça ou pour les gens vraiment qui en font beaucoup. Par exemple, pour faire du monitoring de son aussi, il n'y a aucune solution simple pour faire ça. Ouais, tu vas brancher un micro dessus et avoir le retour de ce qui est enregistré par ton iPhone, ce qui est la base sur tous les réflexes. Ça, c'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui encore. Mais il est vrai, franchement, juste pour rebondir sur la partie dissipation thermique dont parlait Didier, pour moi, c'est un problème fondamental aujourd'hui sur l'iPhone. Juste pour vous citer un exemple très, très concret, sur le conseil je dois changer ma voiture dans pas trop longtemps, et sur le conseil de notre ami Didier, qui essaye toutes les voitures électriques ou presque, j'ai été chez Kia et j'ai essayé une des voitures que j'ai eu à prêter pendant une petite demi-heure, juste pour l'essayer un peu sur la route. Et il y avait une recherche sans fil, hein, donc par induction, pour le téléphone. J'ai posé le smartphone, il y avait Waze qui fonctionnait, même pas autre chose, hein, donc il n'y avait pas Apple Music ni rien du tout. Il a fallu moins d'1 minute pour que le téléphone cesse de fonctionner. C'est un truc de dingue. Et tu sais que chez Xpeng, impossible de l'utiliser. Chez les Chinois de Xpeng, j'ai testé une voiture où ils ont mis une ventilation pour la recharge sans fil. C'est indispensable aujourd'hui. Indispensable. Ouais. Et un des problèmes, c'est intéressant parce que un des problèmes, l'iPhone a le même problème que le Google, c'est qu'en fait derrière, il y a toujours cet énorme, on le voit pas à l'écran, décroché, ce terrible décroché, alors qui est encore plus proéminent sur le Google, parce que le Google, il est que d'un cran. Sur l'iPhone, il est en deux crans, donc c'est. C'est pourquoi il est ça, parce que l'appareil photo est meilleur. Non, mais on ne tease pas. Donc, non mais en fait, le vrai problème, c'est que du coup, ton téléphone, quand il est collé dans ta voiture, ben, il n'est pas comme quand tu colles derrière le chargeur magnétique, le MagSafe. Tu perds en plus toujours 1 ou 2 mm qui augmente la chaleur parce que du coup, tu as un effet magnétique, tu vois. Donc ça charge moins vite. Et tu peux mettre une coque, Lolo. Parce que si tu mets une coque, tu as quand même la transmission du magnétique. Et tu vois, là, sur le Pixel, moi j'ai pris la coque, et ben regarde, il est quasiment normal en fait, donc ça va. Mais il n'empêche que aujourd'hui, ça demeure un problème. Et il y a quelqu'un qui disait, mais moi je préfère avoir un téléphone un peu plus. Donc j'aimerais bien sûr que cette protubérance ne soit pas aussi protubérante, mais je préfère un téléphone qui fait 2 mm de plus, avec une énorme batterie,
Et on va en parler tout à l'heure aussi, la batterie. Plutôt que d'avoir cette espèce de décroché qui est disgracieux, qui n'est pas agréable, qui ne sert pas, tu vois, et une meilleure autonomie. Alors, tu parlais de décroché disgracieux. On reste sur le design avec toi, Laurent, et la disposition qui devrait évoluer des capteurs photo, du moins sur le. Alors, sur surtout sur le modèle non pro. C'est-à-dire que sur le modèle pro, on a déjà eu. Alors, sur le modèle pro, je le remontre derrière. Pourquoi on a les 3? Mais ce qui est important, c'est ces 2-là, parce qu'en fait, quand tu utilises ton téléphone comme ça, tu arrives à pouvoir faire du stéréo. Pour l'Apple Vision Pro. Potentiellement, c'était la raison pour laquelle il y avait ça. Et là, on voit qu'ils ont ils déplaceraient sur le 16 normal. Et le 16 Plus. Et le 16 Plus, ils auraient donc les 2, au lieu d'avoir avant, ils étaient en quinconce, un peu comme ça. Diagonale. Maintenant, diagonale, et maintenant ils sont comme ça. Ils seraient comme ça, ce qui ferait qu'on se retrouverait avec la même utilisation que sur le Pro. Pour le reste, donc pas de changement, hormis la disposition des capteurs. Sur les 16 et 16 Plus, ils adopteraient les capteurs des iPhone 15 et 15 Plus de l'année dernière. Donc, à savoir un capteur principal de 48 mégapixels avec un zoom optique x2 et un ultra grand angle de 12 millions de pixels. Et bien sûr, toujours la caméra FaceTime de 12 millions de pixels à l'avant. Par contre, Stéphane, du changement plus net, comme chaque année, puisque c'est le fer de lance de la photo, sur les versions Pro. Voilà, donc c'est le nouveau gabarit. Il y a un nouveau gabarit légèrement plus grand sur l'iPhone 16 Pro qui m'a permis donc d'installer le téléobjectif périscopique en x5 réservé uniquement au 15 Pro Max que nous avons là. Faute de place. Donc maintenant, on aurait le x5 aussi bien sur le 16 Pro que sur le Max. Voilà, c'est selon Michinko, notre ami liqueur chinois et analyste. Exactement, qui nous sort toutes ces dates. Donc en gros, on devra donc voir débarquer un nouvel ultra grand angle. Également. Donc voilà, donc on pourra en profiter. Les versions Pro auraient droit à un nouvel ultra grand angle de 48 millions de pixels pour remplacer celui de 12 millions de pixels qui traînait depuis quelques années également. Ça, c'est une vraie avancée, Didier, par rapport notamment au standard Android. La Lune bientôt. Oui, mais surtout, lui, là, il a 50 mégapixels sur tous les capteurs. Ouais. Alors, moi, j'ai regardé pas mal de tests de comparaison avec les iPhones, là, des gens parce que je viens vraiment de l'avoir, j'ai pas eu le temps de faire des tests très poussés, mais c'est pas parce que tu mets beaucoup de pixels que tu es toujours meilleur. Par exemple, en basse lumière, le fait de mettre beaucoup de pixels, ça veut dire que chaque photosite reçoit quand même moins de lumière, donc c'est pas toujours meilleur. Mais par contre, c'est vrai que en pleine lumière, t'aimes bien avoir des images un petit peu de qualité comme ça, où tu peux zoomer dessus, surtout quand tu veux faire des photos de paysage. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et y compris sur le zoom, parce qu'en fait, le zoom, quand tu mets des pixels, moi je l'avais vu, j'avais comparé avec le Samsung l'année dernière, tu peux encore zoomer dans le capteur, c'est-à-dire pour prendre une image de 12 mégapixels dans du 50 mégapixels, tu vois, tu peux encore aller zoomer un petit peu plus loin. Donc c'est pas mal d'avoir quand même plus de pixels, mais il faut garder une bonne ouverture, il faut garder un bon capteur. Sous le capot, Christophe, de ton côté, plus de puissance, comme chaque année, mais cette année plus de RAM, et on devine pourquoi. Plus de puissance et plus de RAM pour les amis Apple Intelligence, évidemment. Donc, juste pour vos archives, vous vous souvenez, Apple Intelligence sera disponible que sur les 15 Pro, globalement. Et donc, évidemment, ici, on s'attend à ce que la toute nouvelle gamme d'iPhone 16 avec toutes les déclinaisons soit compatible avec tous les mécanismes d'Apple Intelligence. Donc, ce sera plutôt pas mal. Donc, et pour 2 ce faire, plus. on aurait une puce A18 qui profiterait du même mode de gravure que l'Apple Silicon M4. Donc, ce serait du 3 nano également. Et puis, on aurait droit aussi à plus de mémoire. On irait jusqu'à 8 gigas de RAM. Oui. Pour permettre quelque part la possibilité de faire de l'inférence, etc., et donc d'utiliser des LLM et plein d'intelligence du côté de Apple, d'intelligence artificielle du côté de chez Apple. Et regarde cette réaction, donc ça rebondit sur ce que vous disiez à l'instant, les amis, de réaction de Mano sur Twitter. La vraie question, c'est de savoir si Apple a trouvé une solution au problème de surchauffe des iPhone 15 Pro Max, car c'est une vraie chaufferette. C'est peut-être dû à la taille de gravure du SoC qui n'est pas optimisée. J'espère qu'en tout cas, qu'ils ont réglé ce problème. D'après encore les analystes, Michuko et Mark Gurman, il y a une petite astuce qu'ils auraient trouvée en plus. C'est vrai que le process de gravure a été optimisé, hérité, tu le disais Christophe, de la puce M4 à 3 nanomètres. C'était du 3 nanomètres l'année dernière, mais ce n'était pas vraiment optimisé. Ils auraient trouvé une astuce en mettant un boîtier de protection autour de la batterie qui passerait d'un revêtement en aluminium à l'acier inoxydable, et effectivement ça permettrait d'améliorer le système de dissipation thermique de l'iPhone qui était problématique et qui devrait être amélioré cette année. On verra s'il y a des problèmes de surchauffe, on le dira.
On attend aussi, mon cher Stéphane, également l'arrivée du Wi-Fi 7, puisque c'est le cas chez la concurrence. Oui, donc les pixels que nous avons là en rose et en vert, il y a aussi une couleur noire et blanc, ivoire, très joli aussi. Voilà, et donc en gros, ils vous arrivent, ils sont déjà équipés du Wi-Fi 7, mais c'était pas la première fois que Apple est un peu à la traîne. Ils avaient mis du temps à être en Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E également. Donc à la rigueur, c'est pas une grande surprise. Il faut aussi être équipé chez soi aussi en Wi-Fi 7 avec les dernières box. Enfin, quand tu dépenses 1500 € dans un téléphone et que tu fais un transfert de vidéo, tu t'attends à avoir le Wi-Fi 7. Là, je pense quand même qu'ils atteignent un peu moins. Ils rattrapent leur retard et on aura quand même un téléphone qui sera presque au dernier cri avec la meilleure des puces, sauf qu'on ne peut pas utiliser l'Apple Intelligence. J'ai posé la question autour de moi de qui avait du Wi-Fi 7, rend compte qu'en fait, il y a même presque personne qui a du Wi-Fi 6. Hein. C'est ce que j'allais dire. Sauf si tu es abonné chez Free, avec la nouvelle box de chez Free. Je te dis juste que pour le commun des mortels, quand le commun des mortels voit le prix, tu te dis, j'aimerais bien que ça aille vite, mais je ne mets pas ce montant-là dans tu vois. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a l'usage professionnel, je le conçois, tu vois, à un moment donné. Et puis, il y a l'usage à la maison. Les gens ils te disent, moi je ne mets pas 700 € dans des bornes pour faire du Wi-Fi 7, alors qu'en fait c'est le prix de mon abonnement à l'année, quoi. Laurent, c'est plus que quand tu achètes ça et que tu veux garder ton téléphone et qu'en plus tu achètes le plus cher du marché, tu as le droit d'avoir les meilleurs technos. Tu vois, là on est d'accord. De ne pas le mettre, c'est fou quand même. C'est ça. Allez, on reviendra sur le Wi-Fi 7 et sur les pixels après le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus pesé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever. Et comme chaque semaine dans On refait le Mac, c'est notre ami Didier Policani qui nous présente les 5 actus ou rumeurs. C'est à toi, Didier. Et oui, Olivier, et on commence avec, c'est quand même une grosse annonce, même si on n'en a pas tant parlé que ça, mais cette semaine, donc, alors ça reste une rumeur, qu'Apple investirait plusieurs milliards dans OpenAI, donc le papa de ChatGPT. Voilà, c'est quand même un gros signe, puisqu'ils ont raté le coche un peu à l'époque où Microsoft avait investi, et là effectivement ce sera un investissement sans précédent, donc on ne sait pas exactement le montant, mais voilà, c'est en dizaines de milliards de dollars à peu près, quoi. Donc c'est très très gros, ce serait vraiment un énorme... Enfin, il n'y a que des boîtes comme Apple qui peuvent mettre autant d'argent là-dedans. Ça, c'est sûr. Laurent, Stéphane, vous comprendrez pourquoi cet empressement de la part de Tim Cook d'investir dans ChatGPT alors que ils auraient pu le faire plus tôt. Est-ce que c'est une manière aussi de dire on ne met pas tous les œufs dans le même panier parce qu'Apple Intelligence, c'est encore en devenir? Moi, je vois 2 raisons à ça. La première raison, c'est... Allez, je vais être vulgaire quand je le dis. Ils se sont sentis le cul. Okay. Donc, ils ont regardé comment ça fonctionnait entre eux et ça a dû bien fonctionner. Ouais. Tu vois, donc, et là, ils se disent, ça vaut le coup de mettre un petit ticket, pas autant que Microsoft qui a mis quelques milliards, on ne sait pas combien... Ouais, mais ils ont mis beaucoup en serveur et en infrastructure. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même chose que du cash. Non, mais Apple a dû. Apple se dit, je veux pas, tu vois, je veux pouvoir avoir peut-être que c'est aussi une façon d'avoir un pouvoir de décision, pas au sens board member, mais tu vois, de dire, je deviens un client référent, je suis un peu investisseur, je veux aussi contrôler par derrière les infos parce que je suis investisseur et parce que ça vient alimenter certains de mes produits. Tu sais pas ce qui se passe. Donc ça, je pense que c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi pour peser certainement par rapport à d'autres. Tu vois, c'est ça. Diviser pour mieux régner. En fait, le truc, c'est que déjà quand ils avaient fait rentrer ChatGPT comme palliatif à l'Apple Intelligence dans il y a 3 mois, c'était déjà une façon de démontrer qu'OpenAI rentrait parmi les géants de la tech. Et ça les légitimait. Par contre, parce qu'il y en avait certains qui existaient depuis des années, eux, ils arrivent depuis moins longtemps, et on les barricade ainsi de cette façon-là. Le fait aussi de voir que l'IA dépend d'une chose, de la puissance de calcul et du temps. Le temps, ils l'ont pas vraiment utilisé à bon escient. Voilà, donc en gros, pour eux, c'est une façon de rattraper celui-ci en s'associant avec quelqu'un qui est encore un petit peu indépendant quand même et qui a peut-être sûrement les mêmes valeurs. Bon, je le dirais de façon un peu différente que ce que vient de dire notre ami Laurent, mais voilà, ils se sont un peu observés et ils ont vu que les trucs se passaient bien et je crois qu'ils ont envie de faire un bout de chemin ensemble. Et je trouve que l'association des deux, là pour le coup, est la meilleure des nouvelles pour nous parce que je vous le dis, là on a les pixels, mais parlera tout à l'heure depuis que je travaille avec ce truc-là, avec Gemini,
en permanence. C'est quoi le Samsung? Le Samsung Fold, ouais. On ne travaille plus pareil, voilà. Et donc les outils d'IA, si on garde nos iPhones, ce que nous on souhaite quand même ici, c'est un argument de vente, quoi. C'est un argument nécessaire et indispensable pour les prochains exemplaires, pardon. Didier, on revient vers toi. On parle de Succession, je crois. Hein, la série? Non, presque. Je pense que ça pourrait bouge être un une peu série. chez Apple, hein, ça vieillit, ils vont à la retraite, les amis. Et on a alors bon, ceux qui suivent les résultats financiers, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de connaître les ventes de Mac, d'iPhone. Et tu avais le directeur financier d'Apple qui est là depuis, je ne sais plus, 11 ans, je crois, quelque chose comme ça. Luca Maestri. Luca Maestri, oui. Depuis quasiment... Non, plus même, attends. Depuis la mort de Steve Jobs, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais oui. Ouais, non, mais il est là depuis très très longtemps, lui. Oui, et donc il part enfin pas vraiment à la retraite, ce qui reste chez Apple. Il est remplacé par Kevan Parekh, voilà, qui est là depuis chez Apple depuis une dizaine d'années. Donc c'est pas un inconnu non plus. Il travaille déjà dans la finance chez Apple. Mais ce qui est amusant, c'est que notre cher Lucas, il ne part pas. Tu vois, il reste chez Apple. C'est amusant, hein, comme ils gardent leur VP tout le temps ad vitam un peu. Ce qui est assez intéressant dans la newsletter de Mark Gurman cette semaine, c'est qu'il explique que effectivement, il y a un vieillissement de la direction d'Apple et que pour assurer les marchés, à chaque fois, Tim Cook arrive à garder ses talents, même si ils s'en vont. C'est-à-dire qu'ils s'en vont, ils abandonnent leur poste officiellement, mais restent comme conseiller, comme consultant, sauf Johnny Ive. Schiller, 2 ans, 3 années avec Johnny Ive, et j'en passe et des meilleurs. Steve Wozniak, non pardon. Non, Steve Wozniak, ça remonte un petit peu avant. Mais effectivement, et je crois même qu'ils ont lâché, je ne veux pas dire de bêtises, Didier, le nom d'un possible successeur pour Tim Cook. Olivier Frugara. Non, c'est ça. Je suis nul en gestion. Bref. C'est pas compté. J'ai pas compté. Je crois même, oui. Oui, voilà. On aurait le nom d'un successeur. Je regarde je ne sais pas si tu as vu l'info ou pas. On aurait quelques noms qui commencent à apparaître. Parce qu'en fait, ça fait un petit moment que ça se discute quand même. D'autant que le cercle proche de Tim Cook, c'est des Tim Cook bis, donc ils peuvent les échanger presque. Donc oui, je ne sais plus les noms qui avaient circulé récemment, mais c'était son directeur là, de l'industrie, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. On enchaîne avec une annonce matérielle, elle est bien plus sympathique, et on parle de Mac cette fois-ci. Et oui, alors ça va passionner un petit peu plus les gens. On parle de Mac Mini. Je ne sais pas si tu te rappelles de quand date le dernier design du Mac Mini, mais si tu t'en souviens pas, c'est que c'était il y a très longtemps. Et je te confirme, c'était il y a très longtemps. Et du coup, le Mac Mini pourrait enfin changer de design, adopter un form factor un peu plus Apple TV, donc beaucoup plus compact. Ce qui pourrait être bien potentiellement, parce que tu pourrais le cacher derrière une télé, le mettre dans des racks de serveurs, tu pourras en mettre, je sais pas, dans un U, tu vois, tu pourras en mettre 100. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, il perdrait quand même quelques petits ports au passage, genre les ports USB-A, tu sais, ceux qui te permettent, quand tu avais un PC, de réutiliser tes souris, tes claviers sans devoir tout racheter. Là, il faudra peut-être tout racheter. Il laisserait quand même le HDMI, l'Ethernet et la prise jack, ce qui est quand même pas si mal. Après, moi, ce que j'espère surtout, c'est que le fait d'en faire un petit, ça va pas faire du bruit, par exemple, quand tu vas l'utiliser un petit peu de manière intensive. Genre, tu fais un tour montage et tout, puis ça va souffler. Quelques PC qui font ça depuis des années et c'est très bien. Hein. Oui, l'alimentation resterait dedans, donc tu peux dire quand même si tout chauffe un peu, peut-être que ça peut quand même faire du bruit, mais en tout cas c'est bien de se dire que ce Mac n'est pas abandonné. Ce qui serait bien quand même, c'est qu'ils mettent du SSD et de la mémoire justement pour Apple Intelligence et que les prix redescendent un peu, parce qu'en ce moment, je sais pas si tu as déjà essayé de configurer un Mac Mini, mais c'est 1500 balles une config un peu correcte. On a le fan numéro 1 du Mac Mini en France et en Belgique, monsieur Christophe Degrave. Christophe, il était temps en 2010, la dernière mise à jour en termes de design du Mac Mini. Oui. iPhone 4. Alors en termes de design, ce qui est visible, parce que l'intérieur de la coque avait été redesigné plusieurs fois. Mais oui, voilà, évidemment. Mais à minima, en 14 ans, ils ont eu le temps de la redesigner l'intérieur. Mais ils ont pu. Voilà, on a vu arriver dans le monde PC quand même des petits PC de poche, des NUC, comme on les appelle, qui sont très compacts et qui sont plutôt séduisants. Et hyper puissants. Mais ici, on parle quand même effectivement d'un form factor qui serait plus petit, un peu comme l'Apple TV, comme le disait Didier, mais plus haut également. D'accord. Donc ce serait une espèce de petit carré ou de petite tour, tu vois. Ça serait mignon tout plein. Mais qui serait plutôt pas mal, en fait, je pense. Revoir
revoir le Mac Mini, c'est cool. Maintenant, lui retirer les ports, c'est vraiment, vraiment moche parce que, par exemple, moi, là, je vous parle au travers d'un Mac Mini et dans les studios, c'est bien pratique, ou même dans les salles serveurs. Et on a besoin de pas mal de ports, donc c'est un peu dommage qu'on vienne supprimer les ports. Si tu réduis la taille, il faut bien faire des compromis. On revient toujours à des produits Apple, mais les accessoires cette fois-ci, Didier. Alors, je dois faire partie des très rares à aimer la coque fine woven, là, le tissu d'Apple. Je trouve qu'elle est très sympa. Moi, elle s'est pas trop abîmée, écoute. Mais il y a plein de gens chez qui elle s'est déchirée, elle est devenue sale. Une sorte de cuir végétal, c'est ça? Ouais, donc la rumeur voudrait qu'ils abandonnent ça, mais pour mettre quoi à la place? Peut-être des faux cuirs, tu vois, des choses comme ça, des cuirs synthétiques. Mais moi, j'aimais bien ce truc-là, donc je sais pas, vous l'avez utilisé? Moi, j'ai utilisé tout le temps, et regardez, elle a même de la patine. Je sais pas si on voit à l'image, et franchement, je la trouve assez stylée. Donc, ouais, je sais pas, c'est peut-être un échec, mais en tout cas, pas chez moi. On a la réponse le 9 septembre prochain en direct sur On refait le Mac. Et on termine par les licenciements chez Apple. Alors, est-ce qu'on a envie d'en parler? C'est une décision un petit peu pour les investisseurs. Apple rassure tout le monde, même s'ils font des bénéfices records, ils vont licencier une petite partie de leur personnel. Bon, voilà, que dire de plus, si ce n'est que c'est un peu dans la tendance dans la Silicon Valley en ce moment, mais que c'est un peu dommage pour les équipes en place qui, à mon avis, n'ont pas besoin de ça en ce moment, mais bon. Et qui ne déméritent pas. Réaction, merci Didier pour ce magnifique busomètre. On enchaîne avec une réaction, regardez sur Twitter, sur X, de Féfé du 83. Salut l'équipe, je vous souhaite une bonne reprise. Merci Féfé. J'ai coché un iPhone mais, dans le sondage, mais ce que j'attends, c'est qu'Apple se mette au niveau de Google en termes de IA, en termes d'intelligence artificielle. Je sens Laurent se crisper. Le Pixel 9 XL donne envie par cette fonction. Je vous propose qu'on fasse un petit point et on regarde de près cette nouvelle gamme de chez Google. Alors Stéphane, Didier, puisque vous les avez, Google a avancé la sortie de ces nouveaux Pixel 9 qui sont arrivés à la fin du mois d'août. D'habitude, ils arrivaient après les iPhones. Là, ils ont tiré avant Apple, du côté de Google, 4 modèles cette année, dont un modèle pliant qui est attendu en septembre, Stéphane. Voilà, donc en gros, là, il y a quand même une gamme avec 4 téléphones, comme Apple. Sauf que là, elle est beaucoup plus lisible à mon sens, oui. Parce que nous avons un équivalent d'iPhone 15, 16, voilà, entrée de gamme, un équivalent d'un iPhone 16 Pro, voilà, 16 Pro. Donc ça, c'est le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro. Voilà. Il y a un modèle intermédiaire. Il y a un autre modèle qui est le Pro XL, qui est l'équivalent, qui est un peu plus grand que celui-ci. C'est le modèle, regarde, de Didier. Voilà, que Didier a. C'est ce que tu as choisi, Didier. Voilà, que Didier a en sa possession. Donc un peu plus grand. Voilà, donc 6,9 pouces. Voilà, et qui, on en parlera après de façon générale. Et en plus, il complète avec un pliable. Comme le Samsung. Comme le Samsung. Qui arriverait un peu plus tard. Qui arriverait même un peu plus tard, mais quand même. Donc, c'est-à-dire que ces 4 téléphones forment la gamme, et surtout, et là, c'est ça qui est ultra, entre guillemets, choquant, presque, c'est qu'ils n'ont pas été... ils ne sont pas cachés. En gros, quand on regarde le téléphone sur le côté, on a l'impression d'avoir un iPhone. Alors, on va revenir sur le design, mais juste regarde, parce que je voudrais qu'on reste un instant sur l'idée du pliable, parce que ça, quand même, ça se popularise grandement du côté de... Mais toutes les marques en font maintenant. Voilà. Du côté d'Android, en tout cas. Regarde cette réaction de Steven Klimovic sur X. Les nouveaux écrans pliables sur les Android, c'est bluffant. Malheureusement, les gens en France ne connaissent que les Samsung, qui est le plus mauvais. Alors moi, je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses, Stéphane. Moi, je vis en Asie, et les Vivo Honor sont hallucinants, moins épais qu'un iPhone 15, avec toutes les technos, même le stylet chez Honor. C'est exactement, c'est-à-dire que quand on les regarde, le Honor, je l'ai vu en préparant l'émission, j'ai vu sur la vidéo, c'est vrai qu'il est tout fin, quand on le regarde, quand il est plié, il est quasiment à peine plus épais que nos iPhones. Ouais, c'est chouette. Et quand il s'écarte, quand il est déplié, il est encore plus fin, bien évidemment. Et en plus, il essaie d'être très compétitif au niveau des prix. Toutes les marques font du pliable, toutes. Motorola, Google, Samsung bien évidemment, Honor. Toutes sauf Apple. Sauf Apple. Là, ils vont peut-être pas l'annoncer là parce que ça m'étonnerait. Ils vont pas l'annoncer en cours d'année, mais là, s'ils le font pas l'année suivante en 2025. Prend pas le chemin. Hein. Bah non, mais ça me paraît dingue quoi. Non, mais c'est pas un téléphone, c'est au moins qu'ils transforment leur iPad mini. Je vois pas comment ils pourraient faire autrement pour se démarquer. Ça, c'est un autre sujet. On reste sur l'iPhone. Concrètement, Laurent ou Didier ou Christophe, est-ce que Apple ne commet pas une erreur
on ne se positionne pas sur le marché. On sent qu'il est quand même assez émergent. Moi, j'ai vu énormément cet été de jeunes femmes, notamment avec le modèle pliable du Samsung, du Galaxy Fold, tout petit. C'est le flip. Le flip, qui est de plus en plus populaire, hein, qui a fait un carton pendant les JO. C'est sûr, ils ont filé 30 000 aux athlètes. Donc, c'est sûr que c'est sûr que c'est quelque chose qui peut rendre populaire quand on en donne autant. Et surtout qu'il y avait dans chaque cérémonie de médaille, vous avez vu un instant selfie. Oui, c'est bien. Ils ont fait un joli coup, Samsung. Ils ont fait un joli coup, ça leur a coûté cher, mais au moins, ils ont eu de la visibilité. Didier, est-ce qu'un iPhone sous iOS pliable te scierait? Est-ce que toi, tu craquerais pour ce type de produit-là? En fait, je pense qu'il y a un usage de ça. C'est-à-dire que, justement, on parlait du flip, là. Moi, j'ai vu pas mal de gens avec ça, même des livreurs et tout, parce qu'ils disaient ça protège l'écran, ça prend pas trop de place dans la poche, ça permet quand même d'avoir un grand écran pour bosser un peu les mails et tout. Et j'ai même vu je te dis, j'ai vu mon livreur d'iPhone qui avait son Fold. Il me disait mais c'est génial, regarde ce que je peux écrire au stylet, je vois tous mes trucs de commande et tout. Donc en fait, même chez les pros, on se dit il y a quand même un usage de ça. Après, est-ce que Apple c'est vraiment, je sais pas quel est le pourcentage de vente de ces produits parce qu'ils sont quand même très chers et tout. Donc est-ce que eux, ça les intéresse vraiment d'aller dans ces petits marchés là tant que c'est encore un peu naissant et que c'est pas vraiment très grand public. Quelques années. Je sais pas si moi, le format du Fold là dans la poche, tu vois, c'est quand même encore gros. T'as quand même cette histoire de marque pour prendre une photo et tout. Voilà, t'as qu'une partie de l'écran. Mais toi, t'aimerais pas avoir un iOS pliant dans la poche pour transformer ton iPhone en un iPad mini, comme disait tout à l'heure Stéphane? Moi, j'adorais un flip. T'adorais un flip, Christophe? Ça te rappelle le Motorola? Ouais, mais quand on les a testés, toi, je sais que tu m'as dit, mais c'est tellement agréable pour travailler. Et moi, le plaisir du flip, et alors c'est marrant parce que j'ai, pareil, un livreur qui avait un flip. Et je lui ai posé la question de pourquoi, et il m'a fait une réponse qui, lui, c'est pas tant pour lire les emails, c'est il dit quand tu reçois un appel, tu vois, tu as une main, tu reçois un appel, tu regardes c'est qui, si c'est quelqu'un que tu dois prendre, tu mets le doigt au milieu et en fait il s'ouvre et tu décroches. D'accord. Et en fait, donc tu retrouves le truc du Motorola. Et donc lui, c'était le flip et pas du tout le fold, tu vois, mais dans un usage. Ouais, c'est très étonnant. Hein. Christophe, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie? Tu regrettes l'absence de téléphone client? Je m'interroge beaucoup sur la valeur ajoutée du. Tu es prêt à passer chez Kia, donc moi je m'inquiète sur toi, surtout. Pardon, Laurent? Je dis, tu es prêt à passer chez Kia, donc il s'inquiète il parlait de voiture. Donc. Ouais. Et l'autre chose, c'est un petit peu ce que je te partageais la dernière fois devant un verre de rosé ou de rouge, je me souviens. De blanc, non? Exactement. De rose ou de blanc. De blanc. Mais il n'y avait que nous deux, mon chéri, donc on va appeler. Voilà. Effectivement. Et tu vois, j'ai quand même pas mal de clients et même de potes qui ont ce format-là qui est pliable, tu vois, sur différents modèles. Et il y a une cliente qui me disait, moi, ça fait 3 fois en un an que je dois demander le remplacement de l'écran. Elle me confiait ne pas être très rigoureuse avec le soin de ses appareils, mais malgré tout, c'est pas qu'elle le fait tomber tous les jours. Et puis pareil avec un de mes potes qui lui par contre est un grand défenseur du format chez Samsung et qui a fini par m'avouer que l'année passée il avait changé également. Donc je m'interroge sur la technologie et je me dis est-ce que vraiment je vois ce type de facteur de forme chez Apple avec les problématiques que ça peut entraîner? Quand même, là, on en est à la 6e évolution. Ça fait 7 ans. Ouais. C'est la sixième génération. Mais je parlais de cette année. Ça fait 3 années que la techno n'a plus évolué, parce que maintenant, c'est du verre ultra fin, c'est pas du plastique, parce que le plastique entraînait cette fameuse ligne blanche qui rendait l'écran pas très joli. Là, je vous encourage vraiment à essayer. Je vous dis, c'est un véritable plaisir. C'est-à-dire que je fais la démo, vas-y. Voilà. J'ai rarement vu autant de. Voilà, il y a ma fameuse tour Eiffel on devine la pliure, hein. Bien sûr, non, mais on peut pas la cacher, bien évidemment. Ça, ce serait officiellement, Christophe, la raison pour laquelle Apple n'y va pas, parce que ça ne correspond pas à leurs critères d'affichage et de qualité nécessaires. Tant qu'il y aura cette pliure, ils n'iront pas.
Le truc de dingue, c'est qu'en plus de ça, le reste de l'écran, on le voit légèrement voilé. Je sais pas non, si c'est la caméra. Si c'est pas caméra, ça. Non. Okay. C'est joli quand même. Moi, je dis franchement, vous regardez les vidéos et les photos qui sont dessus quand elles sont en plein écran, c'est un truc de dingue. Et surtout, si on travaille avec Google Workspace, avec l'écosystème Google, que ce soit les Google Docs, le Drive, Gmail, etc., avec en plus Gemini, mais on travaille tellement plus vite. Là, c'est pas que je gagne des heures de sommeil, mais c'est une véritable une révolution pour moi au quotidien. Moi, je peux comprendre pourquoi. Oui, pardon, Christophe. C'est certain qu'un plus grand écran qui prend moins de place dans la poche, c'est quand même une promesse qui est super cool. Hein. C'est sûr et certain que ça fait. Moi, je veux ça, mais avec iOS. Mais c'est moi, je dis chaque année. C'est la même chose, ça. Je crois qu'on est tous des geeks et je pense que ça sortirait, ça nous plairait. Mais tu penses pas, Olivier, que c'est comme le Mac tactile? Ouais, on va en rêver à l'infini, puis ils le sortiront jamais. Tu crois qu'ils sortiront jamais? Non, ils aiment pas les produits hybrides. J'ai l'impression. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ils veulent pas sortir ce modèle-là parce que ça va tuer. Un truc parfait. Donc pour eux, un grand écran, c'est un iPad en verre. Ça tue l'iPad mini. Ça tue l'iPad ou l'iPad mini. Ouais, comme ça, je peux regarder quand je le. Ah ouais, tu peux regarder la télé. Je peux regarder la télé, je peux tout faire. Non, mais il est extraordinaire. Bon, franchement, je vous dis, c'est un méga coup de cœur et c'est évident parce que en fait, c'est porté par l'écosystème Merci beaucoup, Google. Stéphane, ça me fait plaisir. Je t'en prie. Voilà. Juste, tu t'enlèveras mes comptes parce qu'il y a beaucoup de tes photos. Non, les photos, je m'en fous. Alors, nous avons reçu les Pixel 9, une évolution importante. Juste ajouter un petit commentaire. Cette semaine, j'ai eu une discussion intéressante avec quelqu'un qui s'appelle Nicolas Alphonse. Et qui me disait j'ai quitté les iPhones. Ouais. Et c'est un développeur, donc c'est un geek et tout ça. Et je lui dis mais pourquoi? Enfin, comment Qu'est-ce qui se passe, il développe sur Mac et tout, tu vois. Donc je dis je suis pas sûr de ça d'ailleurs. Est-ce que bon, mais il adorait son iPhone. Et en fait, lui il me dit il y a un truc que je trouve insupportable. Et c'est intéressant parce que là on parle que de hardware. Sur Google. Non, sur l'iPhone, sur iOS. Et là on parle de hardware, mais il y a même des gens qui switchent contre Apple à cause du... Moi, j'adore le software. La raison, moi, ce qu'on dit, c'est on adorerait avoir un Samsung avec iOS. Exactement. Et lui, il te dit, il y a un truc sur iOS qui est insupportable, c'est l'écriture des messages. Et il dit, j'arrive pas à écrire un message sans faire de faute. Alors qu'en fait, le fait de taper les messages sur Android, ça marche du feu de Dieu. Et il me dit, j'en avais marre de plus être capable d'écrire. Et il me dit, le truc qui m'a fait vraiment... Je dis, oui, mais AirDrop, oui, c'est top, mais... Oui, mais... Et à la fin, il me dit, Laurent, je ne supportais plus la rédaction des messages. Allez, on avance, les amis. C'est pas récent, ça, Laurent? Tu sais, comme AirDrop, là, ça marchait bien avant. Moi, j'ai l'impression que j'arrive de moins en moins à écrire avec l'iPhone. Il me remplace des mots tout le temps. Pareil. Moi, je peux dire merci, il m'écrit Eric à la fois. Ouais, c'est ça, il te met des trucs de ton carnet d'adresse. Laurent comprendra, mais chaque fois que j'écris merci, il affiche Eric. Parce qu'en fait, l'erreur, c'est que parfois, tu as tapé... Moi, par exemple, j'ai le même problème avec j'ai. J'ai, je l'écris sans mettre l'apostrophe. Et il faut que quand il te le propose, tu le valides. Sauf qu'au bout de 10 fois où tu ne l'as pas validé, il t'écrit j'ai, J-A-I. Et ensuite, il considère que c'est un mot qui existe dans ton vocabulaire. Et donc, on avance. Nous avons donc reçu les Pixel 9, une évolution importante au niveau du design qui en parlait Stéphane, des pixels qui est pour le moins, tu le disais, un petit peu inspiré, on peut dire ça? Ah, c'est inspiré et c'est même, franchement, j'ai été choqué. C'est rare que je sois choqué. Quand j'ai vu les images et les premières photos, j'ai trouvé ça dingue parce que regardez, quand on regarde les téléphones. Et encore, toi, tu as un modèle sombre. Si tu avais un modèle clair. Ah ouais, exactement. C'est un truc de dingue. On a l'impression d'avoir un iPhone. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment choisi depuis quelques années une voie différente en matière de design. Oui. Puis là, ils ont fait machine arrière. Et ils reprennent les bords plats de l'iPhone. Alors déjà, c'est ça. Et on peut vraiment les confondre quand on les a. Ah, ça c'est sûr. À part, bien sûr, l'appareil photo qui est vraiment différent parce qu'il est bien meilleur. Alors ça, c'est véritablement ce qui est resté, ce qui constitue vraiment la signature des Google Pixel, c'est ce dos caractéristique, cette barre, cette grosse barre. Elle est beaucoup plus grosse là que celle des précédents. Oui, mais au moins c'est beaucoup plus stable comme ça. Mais oui, c'est sûr. Mais franchement, je vous dis la vérité, c'est vrai que j'avais le Pixel 7, je l'avais eu entre les mains pendant longtemps, et de longtemps, ça a été le meilleur appareil de photo. Tout smartphone confondu. Notamment grâce au traitement de l'IA. Bien sûr, déjà à l'époque. Là, ils l'utilisent encore plus. Bon, en fait, je crois que de toute façon, ils vont plus se battre sur ce côté-là. Mais moi, c'est la forme. Quand j'ai vu que ça ressemblait à l'iPhone, que le logiciellement parlant, Android essaye de ressembler depuis très longtemps déjà sur la partie photo. Mais il n'y a pas de surcouche sur cet Android-là. C'est un Google natif. Exactement. Et c'est pour ça que dessus, quand on dit qu'il peut y avoir des problèmes sur les Android au niveau sécurité, que l'iPhone reste le plus sécuritaire, en tout cas le plus fort
fort au niveau de la stabilité. De tous les Android, celui qui peut être géré, qui peut être le plus sécure, ce sont les pixels, parce qu'il n'y a rien qui est rajouté. C'est pas comme le Honor, c'est pas comme le Samsung, c'est pas comme surcouche graphique. Qui rajoute des choses. Donc, dans cette fameuse barre que tu vas nous montrer, qu'est-ce qu'ils ont mis comme capteur? Et on commence, pour comparer avec l'iPhone, on commence par le Pixel 9. Alors, sur le Pixel 9, il y a un grand angle de 50 millions de pixels avec une ouverture donc de 1,68, si je regarde bien ça, avec un capteur 1 pour 1,31 pouces. Donc voilà. Et puis donc deux capteurs, donc deux objectifs, deux capteurs comme sur l'iPhone 15 et futur iPhone 16. Exactement. Donc un grand angle, un ultra grand angle, et l'ultra grand angle, c'est combien de pixels? 48 millions de pixels, et puis il y a un mode macro. D'accord. Et sur le Pixel 9, c'est comme pour l'iPhone, 3 capteurs Pro, pardon. Pro, donc il y a un triple module à l'arrière, donc avec un grand angle, 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 48 millions de pixels et un téléobjectif de 48 millions de pixels, équivalent, donc avec un zoom x5. Optique x5, voilà. Ça, c'est pour le Pro ou pour le Pro XL, hein. Tu as testé un petit peu, tu t'es un peu amusé ces derniers jours avec Didier. On reviendra plus en profondeur. Il faudra un face-à-face avec l'iPhone 16 quand il sera disponible. Didier. Ouais, non, c'est très sympa. Moi, j'aime bien avoir du 50 mégapixels. Et surtout, en fait, tu peux prendre des JPEG en 50 mégapixels, ce que tu peux pas faire chez Apple. Donc ça, c'est vachement bien parce que tu peux vraiment avoir toute la résolution de ton capteur sur les 3 capteurs. Donc très, très cool. Vraiment, en photo, il est bon. De nuit, pas forcément meilleur que l'iPhone. Et ce qui est amusant, c'est qu'on disait, Laurent tout à l'heure se plaignait que c'était très, très épais là, au niveau des capteurs photo. Et en fait, quand tu regardes la taille du capteur, en fait, elle est légèrement plus petite que celle du 15 Pro, qui est de l'année dernière quand même. Hein. Donc, ça explique pourquoi en mode nuit, il est un petit peu moins bon. Et ce serait amusant de voir est-ce que Apple a augmenté encore la taille du capteur sur le 16 Pro. Mais c'est vrai qu'Apple arrive quand même à garder, on va dire, un téléphone assez fin, malgré la taille des capteurs, qui est quand même de plus en plus grosse. Là-dessus. Mais on rappelle que plus le capteur est gros et plus en basse lumière c'est meilleur, plus tu as de la netteté dans l'image, etc. Malgré les miracles de la technologie. Un petit point quand même, on parle beaucoup des specs aussi de ces appareils en mode vidéo boost, photo boost, je ne sais pas si on va en reparler après. Il y a beaucoup de l'IA dedans. C'est-à-dire qu'ils ne filment pas en 8K, tu ne peux pas filmer en 8K et sortir sur ton ordi. Non. Il faut l'envoyer sur les serveurs de Google, attendre qu'ils processent le truc, etc. Donc il y a plein de modes comme ça qui ne sont pas très utilisables, on va dire. C'est plus pour améliorer un peu les photos et les vidéos, mais ce qui sort de l'appareil, c'est assez proche quand même de ce qu'on a sur les iPhones. On va en parler, le lien dans un instant. Stéphane. En tout cas, juste pour conclure sur la partie photo, quand même, le Pixel 9 Pro a été dans le classement DxOMark qui classe la qualité des appareils de photo sur les smartphones, arrive deuxième derrière le Huawei Pura, qui n'est pas vendu en France parce qu'il n'y a pas de Play Store dessus. Voilà. Alors, sous le capot, en revanche... là, on pourra difficilement concurrencer avec les puces d'Apple. Alors, on attend de la 18 sur le... en 3 nanomètres, là on n'est pas encore à ce niveau-là. On a 4 nanomètres. Chez Google s'appelle comment? Puce Tensor. G4. G4, là, ça a peut-être un hommage au Mac. Donc on n'est pas en 3 nanomètres là. On est en 4. Je pense que le G c'est pour Google. Oui, bien sûr. Oui. Par contre, c'est bien. Oui. Ah, c'est marrant. Ben oui. Mais bon, le G, c'était aussi une appellation de Mac. Tu veux une histoire amusante sur la puce? Ouais. Quand ils ont envoyé les téléphones aux influenceurs et compagnie, là, même les médias un peu en avance, comme fait Apple, ils ont fait une petite clause qui dit faites pas de bench de la puce. Et tout le monde a dit oui, même The Verge et compagnie, personne n'a fait de bench quasiment, et parce qu'ils savent que la puce n'est pas très rapide. Et pour te donner quand même un truc moi qui me saoule, par exemple quand j'ai pris des photos, c'est que quand tu veux voir la photo que tu viens de prendre, il y a un petit trou comme ça qui fait optimisation de la photo, ce que tu n'as pas sur iPhone. Exactement. Quasiment immédiatement tu as la photo. Et ça c'est quand même agaçant. Alors, ça t'agace toi? Oui. Olivier, si ça t'intéresse, au niveau des processeurs, j'ai jeté un petit coup d'œil du côté des benchmarks. Vas-y. Donc le Tensor, donc le G4 face au A17 Pro, donc qui va demain être dépassé. Globalement, partout en fait, en termes de sur du simple cœur ou bien du multicœur,
En calcul brut, il perd 25% face au processeur de chez Apple. Ouais. Et au niveau, pareil en fait, au niveau du Neural Engine, enfin de l'équivalent du Neural Engine, alors qu'on pourrait s'attendre en fait que par rapport à tout ce qu'a fait Google dans le passé au niveau de l'intelligence artificielle, que ça puisse justement être en avant par rapport à Apple, mais c'est pas le cas. Et alors au niveau graphique, en fait, là c'est carrément la claque. En fait, tu es à 40% de moins que ce qu'est capable de faire un iPhone de la génération de l'année passée, quoi. Bon, on fera encore une fois un face-à-face avec le 16 dans quelques semaines. Soyez rendez-vous dans Refait le Mac. On sait que la force de Google pendant longtemps, parce que c'est pas un constructeur par essence, mon cher Laurent. Pendant longtemps, il le vendait quasiment à prix coûtant. Ouais, souviens-toi, il y a 2 ans, il était quoi, moins de 600 €? Mais ouais, leur objectif c'était d'envahir le marché. Là, le prix, ça commence à devenir. Oui, mais je peux juste vous dire, parce que j'ai regardé un peu aussi ça pour ça, les prix sont, alors comme pour le Samsung d'ailleurs, ils sont au même niveau qu'Apple ou presque, sauf qu'ils donnent, en cas où tu te réabonnes avec engagement avec ton opérateur, tu as des tarifs. Actuellement, si vous prenez un abonnement, même avec qui vaut peut-être 14 €, je crois, avec un engagement de 24 mois, 14 €, c'est pas grand-chose. C'est le monde passé. Non, c'est ce que c'est. Non, mais d'accord, c'est le mode passé, mais ton téléphone, il vaut 1 €. Il vaut 1 €. Donc, excuse-moi, mais... Bon, revenons sur le prix brut du... Aujourd'hui, le 9, il fait 900 €, 899 pour être précis. Voilà. Avec 128 gigas de stockage, c'est quand même 100 € de plus que ce qu'il faisait avec le Pixel 8. Hein. Et puis, tu rajoutes 100 € pour doubler la RAM. Donc, c'est 1000 € pour 256 gigas. Si tu veux un Pixel 9 Pro... Par contre, 512 gigas, c'est quand même pas si cher que ça par rapport à Apple. Par rapport à Apple, des moi, je trouve qu'ils sont vraiment moins chers. Non, mais ils sont beaucoup moins chers. Mais par rapport à ce qu'ils faisaient l'année dernière, il y a 2 ans, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Le Pixel 9 Pro ? Le Pro, c'est 1100 € pour 128 et 1200 € pour 256, 1329 pour 512, et tu rajoutes 100 € pour le XL, dès que tu veux le XL. Ah, par contre, si tu veux un Pixel Fold... Le Pixel Fold, il est au prix du Samsung. Du Samsung, il vaut 1900 €. Ouais, quand même. Bon. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant... Oui, mais ça existe depuis quelques temps déjà. Ouais, non, moi, je découvre l'univers Android. C'est marrant. La première question, c'est est-ce que tu as un iPhone ? Vas-y, je peux prendre ton iPhone. Première chose qu'il m'a demandé lorsque je l'ai allumé, et Christophe était avec moi l'autre jour, on faisait ça autour d'un petit verre de vin blanc. À l'allumage, Google me propose un outil de migration. Et vraiment, ils veulent vraiment simplifier la migration d'iOS, Didier. C'est vraiment assez étonnant ce qu'ils ont fait. C'est plutôt bien fait. Mais c'est hyper bien fait. C'est-à-dire que tu branches tes 2 téléphones là comme ça et tu relis avec un câble. En fait, il va aller chercher la sauvegarde de l'iPhone comme iTunes. Il se fait passer un peu pour iTunes, quoi. Et en fait, il va chercher toutes tes applis. Il arrive même à te récupérer des réglages des applis. Pas à te loguer dans toutes les apps, mais pas loin. Après, il y a certaines apps comme WhatsApp et tout, ils ont un truc de transfert en temps réel. Et en fait, ça te prend 3 heures en gros, et tu peux récupérer, on va dire, 90% de tes données. Et moi j'ai fait du coup, parce que, mais bon, j'avais pas la place, que tu vois, j'avais pris 512, j'ai 1 Tera, enfin bon, bref, c'est des problèmes de riches là. Et, mais le système marche super bien, quoi. C'est-à-dire que vraiment tu peux migrer de l'un à l'autre et retrouver. Alors, tu n'auras pas AirDrop, tu n'auras pas iMessage, tu n'auras pas tous les trucs qu'on a sur l'iPhone, mais quand même, il y a quasiment, enfin, il y a toutes les apps sur Android que tu as sur iPhone, ce qui n'est pas forcément le cas inversement. Mais là, c'est fabuleux, quoi. Enfin, t'as tout tes. Alors, il te reprend pas. Attends, moi j'ai pas eu l'historique, je crois, de mes messages complets. Mais bon, il te propose en fait ce que tu veux vraiment récupérer ou pas, parce que voilà, tes historiques de iMessage de 10 ans, je sais pas si tu as forcément envie de les revoir là-dessus, quoi. Alors, au-delà de tous ces arguments techniques ou pas techniques, processeur ou pas processeur, il semblerait que cette année, Google pointe là où ça fait mal chez Apple et mise à fond sur l'IA avec un Gemini, qui est son outil d'IA générative, qui est d'ores et déjà, en tout cas en partie disponible en France. Totalement disponible. Et une implémentation de l'IA dans tous les services de Google. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, même si, Didier, si j'ai bien compris, beaucoup de fonctions qui ont été présentées de leur keynote au début août ne sont pas disponibles en France et ne seront disponibles qu'en anglais, mais ça va venir. Est-ce qu'on peut faire un petit florilège des fonctions d'IA avec toi, Stéphane ? Je vais y arriver. Alors, déjà, il y a une nouvelle application météo, donc qui est plus
intuitif, qui est en tout cas pas seulement on regarde s'il y a du nuage ou on regarde s'il y a du soleil. C'est beaucoup plus fort que ce que l'on a actuellement, en tout cas de façon classique. Il y a Pixel Screenshot qui va nous permettre de retrouver plus facilement dans les captures d'écran, parce que parfois on les multiplie et on ne s'y retrouve plus. Le Pixel Studio, qui est une application de création d'images à l'aide de prompts, comme on pouvait le faire avec Midjourney et les autres, ou DALL-E, etc. Et c'est idem pour la synthèse des appels. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en train de parler à quelqu'un, vous interviewez quelqu'un, quand on est journaliste, c'est quand même très utile, et on a la synthèse de l'appel avec le transcript qui va avec. Alors moi, c'est vraiment une fonction qui me manque aujourd'hui au sein d'iOS. On a vu qu'il y avait une fonction, Didier, qui arrivait dans la bêta d'iOS 18.1, une fonction qui permet d'enregistrer les conversations, mais pas les retranscrire encore. Voilà. On est bien d'accord, hein, ça, Didier. C'est de l'IA. Hein. Ouais. Mais il y a des choses très sympas. Par exemple, tu sais, t'es avec ta copine et tu veux une photo tous les deux, mais il n'y a personne pour vous prendre en photo. Vous êtes au milieu du désert, enfin, j'en sais rien, au milieu d'une forêt. Et tu prends la photo. Après, elle prend la photo et il vous met les deux sur la photo. Alors, t'as du mal à te prendre main dans la main si tu veux, mais tu peux quand même mettre les deux sur la photo. Tu peux photographier quelqu'un, tu te fais un selfie, tu peux te rajouter. C'est même plus qu'un selfie, donc tu prends loin dans la même photo et hop, il te la met et donc on se retrouve ensemble. Voilà. Et surtout, tu le disais, Gemini Live qui a vraiment fait, un pas de géant en termes de réactivité et de naturel. Exactement. Donc déjà sur les questions que vous posez, donc déjà plus vous posez des questions, plus il s'habitue à toi, etc. Parce qu'on est connecté. Et je vous encourage, si vous avez une application, une adresse Gmail, d'utiliser la version Advanced de Gemini. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ça, c'est à travers n'importe quel navigateur. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est la synthèse de documents. Jusqu'à 1500 pages, on peut les donner. Elles sont résumées, traduites. Tu sais ce que va te répondre Apple ? Quoi ? Qu'est-ce que vont dire vos données ? Et tu as la possibilité de pouvoir isoler. Il y a vraiment une fonction qui te dit non, je ne veux pas partager. Même en gratuit. Moi, en tout cas, quand j'étais sur mon. Moi, je suis en Advance. Vous avez en Advance, oui. Mais l'Advance, il est gratuit 2 mois, voire même plus, si vous avez une adresse Gmail. Je suis pas sûr que la version, il faut regarder. Il faudra regarder. Moi, je vous avoue que je n'ai pas regardé. Je ne vous cache pas les. Mais ce qui est vraiment important, c'est que il y a vraiment ne pas avoir d'IA, quel que soit l'outil, vous choisissez celui que vous voulez. Ça me paraît quand même illusoire de ne pas l'utiliser au sein de nos téléphones, au sein de nos smartphones. Pour moi, c'est un passage obligé. Malheureusement, il y a des raisons européennes, ou je sais pas quoi, on va dire c'est bidon, parce qu'on l'a sur macOS, sur Sequoia. On en parlait tout à l'heure. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que ne pas avoir d'IA sur son smartphone va être quand même handicapant pour Apple, et ça devient vraiment très ennuyeux, en tout cas pour nous, Européens. Il y a une fonction de retouche photo assez bluffante qui s'appelle retouche magique, Didier, je ne sais pas si tu as vu, qui permet très facilement de supprimer des éléments dans la photo, c'est ça ? Ouais, je viens de le faire. C'est dur à vous montrer, là. On le fera, je pense, sur un test. Mais tu vois, là j'ai fait une photo à la Grande Motte l'autre jour, là, et j'arrive à enlever complètement le lampadaire ici. Je peux essayer de le faire en même temps, tu vois, comme ça je vous la montre après. Donc tu as un truc qui s'appelle gomme magique. Donc en fait, tout simplement, tu mets ton doigt sur la photo et après, tu entoures en fait la zone que tu veux enlever. Et là, par exemple, j'enlève le lampadaire et il va vraiment se retirer de la photo en un clic. Et en fait, le truc, c'est que tu fais vraiment, tu vois, en 3 secondes, il upload la photo, tac, et puis il te le fait. Donc là, bon, j'ai retiré juste le haut du lampadaire, je sais pas si on le voit. Ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est rigolo parce que ça se fait vraiment 3 secondes et c'est vraiment des trucs, en fait, comme dit Stéphane, c'est-à-dire que ça va être tellement automatique pour les gens qui ont ces fonctionnalités que quand tu vas voir l'iPhone, tu vas dire ah, il le fait pas, tu vois, ça va être un petit peu bizarre. Une fonction que j'utilise, mais alors c'est pas vraiment de l'IA, mais je trouve que quand même sur Android, tu peux prendre une photo dans la rue de n'importe quoi, un hochet pour bébé, une voiture, et il te dit, exactement. Là, tu vois, il te dit ce que c'est. Et c'est où tu peux l'acheter. Plus de gens qui font ça. Genre là, j'ai pris une photo d'une voiture, je sais pas si tu la vois. Je savais pas ce que c'était pas une Morgane et tout. Et je fais un Google Lens là-dessus, et en 2 secondes, il me dit la marque du truc, qu'est-ce que c'est. Et ça, c'est un truc que tu aimerais avoir par défaut dans l'iPhone. Ça, c'est la force aussi du moteur de recherche de Google. Alors justement, j'allais y venir. Voilà. Il y a un truc que j'utilise quasiment plus maintenant, c'est le moteur de recherche Google Text. Ouais. Je l'utilise plus. De plus en plus. C'est fini. Votre génération, j'utilise. Et je pense que Google, ce qui a fait ça son succès, peut-être pourrait
Bref, au terme de ce tour d'horizon rapide des Pixel, je vous l'ai dit, on va y revenir dans quelques semaines. On vous fera un test complet et un face-à-face avec les iPhone 16. Et puis, nous avons quand même posé une seconde. Tu voulais dire quelque chose, Laurent ? Oui, il y a des fonctionnalités qui n'existent, hardware, qui n'existent vraiment pas dans l'iPhone aussi. Ouais. Je te donne 2 exemples qui existent sur l'iPhone, qui n'existent pas. C'est la reconnaissance faciale. Oui. Là, c'est juste par la photo. Alors, c'est pas aussi évolué. C'est pas aussi évolué. À l'inverse, et donc à l'avantage du Pixel, c'est que tu as un capteur de température. Alors, tu vas pas prendre ta température, mais derrière, tu as un capteur où tu peux prendre une surface et dire quelle est la température. Et ça peut un capteur d'empreinte digitale sur l'écran aussi. Oui, ça c'est super, on n'a pas parlé. Mais attends, franchement, je trouve qu'il y a plein de moments où t'es pas en face, tu sais, j'en sais rien, t'es, je sais pas, en train de faire du vélo, bon, il faut pas faire ça, mais et t'as juste à appuyer là au milieu comme ça, et il s'ouvre. Non mais c'est tous ces moments, tu sais, où tu tiens un autre truc, je sais pas, t'as un enfant dans la main, j'en sais rien, et tu veux juste ouvrir ton téléphone et t'essayes de le mettre en face de toi là, tu galères. Bah franchement, c'est super pratique. Alors, suite aux annonces des Google Pixel 9, on vous a posé une nouvelle question en guise de sondage. Quelles sont les fonctions que vous souhaiteriez qu'Apple intègre à son tour sur ses prochains iPhone 16 et iPhone 16 Pro ? Et vous étiez seulement 15,8% à répondre à un écran pliable. Bon, c'est quand même pas mal, 15,8%, mais c'est loin d'être une majorité. Donc, il n'y a pas effectivement feu au lac apparemment chez, en tout cas, nos viewers. Par contre, vous êtes une large majorité, 56,1% à souhaiter l'arrivée d'Apple Intelligence en Europe, 56,1%. Le Wi-Fi 7, 11,2%. Et cette fonction de retouche magique dont tu nous parlais, elle est à 16,8%. Alors parlons justement, un petit mot quand même sur Apple Intelligence. L'iPhone 16 sera-t-il, selon vous, toujours privé d'IA ? Est-ce que vous pensez qu'Apple va assouplir d'ici le 9 septembre ou d'ici la fin de l'année sa position face au DMA et face à l'Union européenne ? Votre avis ? Allez, on parle peut-être son avis de Christophe. Stéphane disait, Christophe, qu'effectivement, dans certaines bêtas, notamment des bêtas de macOS, on a accès à Apple Intelligence. Et même dans la nouvelle bêta d'iOS 18. Exactement, mais je pense que Apple a dévoilé son plan par rapport à Apple Intelligence. Donc, on a tout simplement Apple Intelligence qui va arriver en 2025 et 2026 au fur et à mesure du temps en fonction est-ce que tu es anglophone, francophone, etc. Officiellement, c'est l'automne. Pardon ? Officiellement, c'est cet automne. C'est ça, exactement. Et donc, en fait, je pense que Apple ne va pas changer ses plans en dehors de la problématique de respect de la vie privée autour de l'Union européenne. Donc, ça, c'est encore autre chose. C'est purement politique et pas technique. Donc, ça, c'est certain. Après, dans Apple Intelligence, il y a aussi la retouche magique dont on parlait. Il y a un peu tout ça qui arrive. A priori... à la sortie de l'iPhone 16, on devrait quand même avoir des brides, je pense, d'Apple Intelligence, pas tout évidemment, mais des brides comme Apple l'avait annoncé en fait finalement. Regarde cette réaction d'Eric Rung sur Twitter. Bonjour à toute l'équipe des passionnés. Dites-moi, avez-vous pu tester via des comptes américains Apple Intelligence ? Si oui, qu'en retenez-vous ? Est-ce que ça change bien alpinement à tous, que c'est un fan d'Alpine et ils ont un peu de mal en ce moment, la curie Alpine. Laurent, Didier, est-ce que vous avez testé, Christophe, Stéphane, est-ce que vous avez testé tout au long de l'été Apple Intelligence enfin, du moins, est-ce que vous avez pu y accéder ? Peu de gens y ont accédé cet été. Mais c'était dur, parce que sur l'iPhone, c'était quasiment impossible. Je ne sais pas comment ils ont fait. Peut-être illimité avec le numéro de série de l'iPhone, j'en sais rien. Donc, on a pu tester un peu sur Mac, c'est les résumés. Donc, on a fait tout un article pour aller lire. En fait, ça casse pas des briques, il y a 2 fonctions. Il y a les résumés et la gomme. 2 fonctions. Donc, bon, une fois que tu as fait ça, ok. Mais développe les fonctions. Il y a 2 fonctions, tu disais ? Non, mais ça paraît super léger encore, même pour les Américains. C'est quand même, et sachant que ça n'arrive pas encore. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont à la bourre, à l'Europe à bon dos, et qu'au final, c'est pour ça qu'ils prennent pas santé, parce que c'est pas tout à fait au point. Ok. Stéphane, tu as testé un petit peu, tu as réussi à installer sur iOS ? J'ai fini par installer macOS parce qu'il fallait l'installer pour avoir le truc, parce que sur le téléphone, j'ai même pas essayé de le faire sur l'iPhone. Comme l'a dit Didier, j'ai dû chercher, mais j'ai vu qu'on avait accès quand même aux fonctionnalités depuis l'Europe. Donc ça veut dire que c'est pas une question de DSA, DMA, c'est du pipeau total. Et leur plan, c'est de gagner du temps, voilà, pour moi, parce que vraiment, malheureusement, ils sont à la bourre. Et je répète, pour faire des programmes d'IA, il faut du temps et des moyens. Bon, ils ont des moyens, mais il faut du temps.
C'est comme en Formule 1. Je ne sais pas c'est exactement comme en Formule 1. C'est pour Alpine. Non, mais le problème, c'est que si on n'a pas de temps, il faut, je ne sais pas, à part acheter, c'est la seule façon d'en gagner. Donc moi, malheureusement, je pense que c'est pour ça qu'il y a ce rapprochement avec OpenAI. Et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt une excellente nouvelle pour tout le monde. Voilà. Laurent, toi qui as un compte US, tu as pu installer, avoir accès à Apple Intelligence sur iOS Sur mon compte US, je n'ai pas réussi sur l'iPhone. Oui, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Il n'y a rien. Ouais, on a cherché les notes. En fait, c'est l'application Notes qui va être. Toutes les applications, ils te disent qu'il y a de l'IA dedans. Notes, ils te disent qu'il y a de l'IA. Mais c'est que des micro-fonctions. C'est des fonctions de résumé, c'est des fonctions de trucs, c'est vraiment. Alors, les deux dernières rumeurs qu'on n'a pas évoquées concernant l'iPhone 16 et même l'environnement Apple en général, c'est que, concernant Apple Intelligence, ce serait l'arrivée d'une version payante d'Apple Intelligence. Est-ce que vous croyez à cette éventualité? Après tout, c'est le marque de fabrique c'est quasi obligatoire. De notre ami Tim Cook. Hein. C'est quasi obligatoire qu'il le fasse. Toi, tu penses qu'à terme, il y aura une version payante? Mais c'est obligatoire pour toutes les solutions d'IA que nous connaissons sont payantes. Midjourney est payant, c'est $20. Donc Apple, c'est pas une manière de. Mais non, parce qu'en fait, c'est pour éviter qu'il y ait des robots qui viennent faire, parce que en gros, le problème de ça, c'est aussi d'être surutilisé. Et pas mal de leakers dont Mark Gurman évoquait aussi la possible arrivée de fonctions exclusives en matière d'IA réservées à l'iPhone 16, ou plutôt au 16 Pro, comme Siri a été un temps réservé à l'iPhone 4 S, alors que le 4 pouvait le faire tourner. Ça, c'est aussi un point à surveiller, mais encore une fois, s'il n'est pas en Europe, on ne va pas perdre grand-chose. Allez, l'Apple Watch sera également renouvelé le 9 septembre prochain. On vous dit tout. Que souhaitez-vous qu'Apple améliore sur le prochain Apple Watch, à l'occasion de ses 10 ans de sa présentation, parce qu'on va célébrer les 10 ans de l'Apple Watch. Et vous étiez 29,7% à répondre à un nouveau design, 6,7% seulement à répondre à un écran plus grand, une meilleure autonomie, ça par contre c'est la majorité, 34% tout court, et enfin des nouveaux capteurs santé, 7%. Regardez cette réaction sur Twitter de Circle into Circle, un cercle dans un cercle. J'aimerais tellement un secret bien gardé pour l'Apple Watch 10. On n'a vu pas grand-chose, Didier, Christophe, mais une chose est sûre, c'est que Christophe, on le sait, il y a 10 ans, jour pour jour, au mois de septembre, Tim Cook dévoilait pour la première fois l'Apple Watch. L'Apple Watch, alors effectivement, est-ce que c'est le moment où Tim Cook l'a dévoilé ou bien le moment où elle est arrivée sur le marché qui est considéré comme l'anniversaire? Peu importe, finalement, on dit ce qu'on veut et on pense ce qu'on veut. Mais effectivement, l'Apple Watch, ça fait un petit temps qu'elle est là et finalement, le form factor n'a pas tellement changé en fait. Donc, elle devrait pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps et peut-être cette année. Peut-être que cette année, on pourrait se retrouver avec des écrans un peu plus grands. Peut-être qu'on pourrait se retrouver... Il y a toujours cette fabulation autour de l'Apple Watch ronde. Mais aussi, je pense qu'il y a une attente par rapport au capteur de santé qui est folle. Parce que là, pour rien vous cacher, en fait, je terminais ma journée chez un client avant d'arriver pour On refait le Mac. Et chez ce client, en fait, il y a une équipe qui regarde On refait le Mac. Et donc, en fin de journée, ils aiment bien me poser des questions sur On refait le Mac, sur Olivier Frigara, sur Laurent Pantanage, sur etc. Oui. etc. Et puis, il me demandait ce soir, sur les pratiques sexuelles de Laurent Pantanage, je veux dire. Pas Stéphane Zimé. Et ce soir, en fait, il me demandait, tiens, qu'est-ce qui va être annoncé pour l'Apple Watch, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et puis, le premier truc qu'il me disait, c'est nous, on attend tellement les capteurs au niveau de la glycémie, etc., etc. Ça pourrait être drôlement sympa. Donc, il y a une énorme attente, je pense, de la part du public autour de ces capteurs. Et donc, la montre doit changer, doit arriver avec une montre pour ces 10 ans. Et puis, peut-être qu'on en parlera dans une autre émission de ces 10 ans. Ouais, il y a une frustration parce que ça fait 3 ans qu'on attend les capteurs de glycémie. Et ça fait 3 ans qu'il n'y a rien. Donc du coup, je pense que les gens, ils attendent. Et je pense que pour Apple, ça serait un bon coup parce que comme ça fait 3 ans que les gens attendent, ça pourrait être un gros déclencheur d'acquisition de montres. Oui, et la pression artérielle. On sait que Apple... Ça va être difficile, ça, Christophe. Alors, regardez, il y a beaucoup de questions sur Twitter. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'Apple joue la montre pour les fonctions il y a beaucoup de santé. Sans jeu de mots. Oui, sans jeu de mots. Non, mais sans jeu de mots, il y a quand même... vous n'avez pas lu, je ne sais plus Didier, ou c'était Didier qui avait cette histoire qu'Apple allait lancer sa bague? Non.
Arrêtez. Non, mais ils ont fait des brevets. Donc, ils ont fait des brevets. C'est pour ça. Ça bosse, mais bon. Non, parce que Samsung a sorti la sienne. Justement, regarde, ce que j'attends, c'est une Apple Watch Series 10 avec un écran plus grand, nous dit Mano, mais toujours avec les bords incurvés comme apparu avec la Series 7. Et pourquoi pas des fonctions santé en plus. Et j'espère surtout que les bracelets des séries précédentes resteront compatibles au Kowi. Autre réaction de Christophe, I change the world. Un nouveau form factor comme un banc de bracelet sans écran avec une autonomie d'une semaine ou la fameuse Ring pour pouvoir choisir une vraie montre à son poignet sans négliger le suivi santé. C'est effectivement les annonces qu'a fait Samsung. C'était quand? C'était en fin juste avant l'été. Juste avant l'été, ouais. Et autre réaction de DBA France, l'autonomie c'est vraiment un problème. Si ça pouvait prendre la température, ce serait top. Brièvement Didier, que sait-on de l'Apple Watch Series 10? Des écrans plus grands, ça semble se confirmer. En fait, tu sais que c'est étonnant, mais on sait quand même pas grand-chose par rapport à l'iPhone. Il n'y a pas grand-chose qui a fuité. On sait un peu les écrans parce qu'ils font des commandes d'écran. En gros, c'est à peu près ça qui décide. Mais le form factor, on n'a quand même pas grand-chose du tout qui a fuité. Donc soit il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Ce qui, à mon avis, ce sera la semi-possibilité. Tu vois, qu'ils gardent le form factor, mais qu'ils augmentent un peu les tailles d'écran en réduisant les bords, etc. C'est possible. Soit on n'a vraiment pas d'infos. Parce que la Ultra, je crois, que quand elle est sortie, c'était un peu la surprise quand même, si je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne crois pas qu'ils l'avaient vraiment annoncé dans les rumeurs. Enfin, donc c'est possible. Il y avait des rumeurs, mais il n'y avait rien qui avait fuité en termes d'image. Et alors moi, j'ai des gens quand même qui m'ont dit, qui bossent un peu dans les bracelets, tous ces trucs-là. Aujourd'hui, ils font pas trop d'investissement justement pour les nouvelles montres parce qu'ils se disent, là, ils ont l'air quand même de casser la compatibilité des bracelets. Je suis désolé pour tous ceux qui sont dans le chat, c'est pas sûr. Mais quand les fabricants commencent à douter, à pas mettre de moyens là-dedans, c'est qu'ils ont entendu parler de ça. Donc voilà, peut-être qu'ils changeraient un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que les écrans augmentent. Là, on a vu quand même qu'il, soi-disant, ça passerait de 41 à 45 mm, alors qu'il y a beaucoup de filles, de gens qui n'ont pas des gros poignets et tout, qui aimaient bien ces petits Apple Watch. Donc ça, je suis assez étonné de ça. À l'inverse, je trouve que sur les grosses montres, c'est agréable d'avoir des grands écrans, sur l'Ultra aussi. Et ça ne m'étonnerait pas, tu vois, qu'ils donnent en fait à l'Apple Watch classique le même écran que sur l'Ultra. L'Ultra que je vois sur de plus en plus de poignets. 49 mm. Je trouve que c'est elle, l'Apple Watch série X, finalement. En tout cas, il y a une vraie inconnue sur le... Parce que moi, je trouve où il a vraiment vieilli, pas tellement sur l'Ultra, mais sur la Series 9, ou la SE, si je la trouve quand même très épaisse, ce petit galet au fil des années qui n'a pas baissé en épaisseur. Elle a besoin de s'amincir. On sait que c'est une tendance forte. On l'a vu avec les iPad Pro M4. C'est en tout cas une thèse de Mark Gurman il y a quelques mois. Alors, meilleure autonomie, ce serait une piste, Didier, puisqu'il y a, s'il n'y a pas de changement de termes de design, aussi on agrandit légèrement l'écran, il y a plus de place pour une batterie plus grande, tout simplement. Oui, il pourrait faire exactement la même chose que l'Ultra, c'est-à-dire qu'elle dure vraiment 2 jours. Moi, elle dure tellement 2 jours que le 3e jour, des fois, je me dis, mince, j'ai oublié de la charger, tu vois. Par contre, est-ce qu'ils arriveraient à faire, surtout sur l'Ultra, c'est une version où tu peux, tu vois, pour les sportifs et tout, de la mettre un peu en veille, pour, si tu l'utilises pas beaucoup, qu'elle consomme pas autant que si tu l'utilisais toute la journée, quoi. Parce que les Garmin et tout, on rappelle quand même que maintenant elles ont les écrans OLED et tout comme Apple. Elles ont pas encore tout à fait la 4G et tous ces trucs, mais elles ont quasiment la plupart des fonctionnalités et elles te durent une vraie semaine. Est-ce qu'ils vont arriver à trouver ce mode-là pour les sportifs? Elles n'ont pas la puce pour passer les appels, elles n'ont pas tout ça. Alors concrètement, de plus en plus, mais il manque que la 4G en gros. Qu'est-ce que tu as comme piste? Qu'est-ce que tu as vu comme piste sur les nouveaux capteurs de santé, Laurent, qui seraient attendus, qui pourraient être arriver le 9 septembre prochain? Il y a beaucoup d'espoir, encore une fois, sur la surveillance non invasive de la pression artérielle, sachant que c'est très très dur. Il y a un capteur de glycémie. Ça on l'annonce depuis des années. Et l'ajout de ces fonctionnalités aiderait quand même à améliorer le quotidien de nombreuses personnes souffrant d'hypertension artérielle ou de diabète. Moi, j'ai même lu sur un article que potentiellement tu pourrais avoir, tu sais, il y a beaucoup aujourd'hui de capteurs de diabète qui se collent. Ça s'appelle des glucomètres. Le glucomètre qui se colle derrière le bras et qui pourrait être en fait relié à la montre plutôt qu'au téléphone. Ce qui fait que tu aurais des gens qui n'auraient pas besoin d'avoir le téléphone. De télécharger en permanence. C'est logiciel. Ouais. Mais bon, voilà. Mark Gurman dit que Apple ne serait pas encore prêt pour le diabète. Ils auraient fait des grandes avancées, mais sur la surveillance de l'apnée du sommeil, du contrôle de la pression artérielle, mais pas sur le diabète. C'est dommage parce que moi, c'est compliqué. Je suis pour la parce qu'en fait, quand tu te lances là-dedans, tu peux pas te tromper parce que si tu donnes une mauvaise indication ou quoi que ce soit, donc il faut vraiment. Il y a beaucoup d'années de tests. C'est là où on rentre sur la santé. Et pour moi, c'est les mêmes. Ça y est quand même chez WeSings.
si je dis pas de bêtises. Ouais, ils sont peut-être mis le temps qu'il fallait. Tu sais, un essai, entre un moment où un médicament est... plusieurs années. Là, c'est 8 années minimum avec les essais. Les essais, 8 années. Donc j'imagine qu'on peut éventuellement réduire un peu cela. À l'époque, c'était comme ça qu'on faisait avec les panels, les phases 1, phase 2, phase 3 pour les différents tests de médicaments. Moi, je vous dis, je ne vois pas comment on peut sortir ça comme ça du chapeau. Alors, peut-être pour les 10 ans. Moi, j'adorerais. Et je suis sûr que beaucoup de personnes de mon âge, dont les parents sont un peu âgés, seraient ravis parce que ça nous soulagerait de savoir qu'on puisse avoir un moniteur à distance pour nos parents. C'est clair. C'est clair. On aura la réponse encore une fois le 9 septembre prochain. J'ai une amie qui a Marilène, ça reconnaîtra, qui a des soucis de diabète récents, hein. Oui. Donc tu vois, qui n'a pas été confronté jeune qui n'a donc pas ces réflexes-là. Et tu te rends compte que aujourd'hui c'est très très compliqué. Il y a plein de mesures. Elle est tout le temps en train de contrôler. Elle a des alertes quand ça monte trop, elle a des alertes quand ça baisse. Tu vois, c'est vrai que tu pourrais avoir une petite alerte sur le téléphone, c'est comme sur la montre, tu vois, juste c'est quand même vachement agréable. Hein. Alors moi j'ai juste une demande, mais c'est un souhait que je renouvelle depuis des années, mais Apple ne le fait pas, c'est qu'Apple arrête son galet de recharge, qu'il soit universel, qu'on puisse aussi bien recharger son Apple Watch sur un chargeur MagSafe que sur un chargeur lambda, mais ça je pense que c'est un vœu pieux. C'est pas les seuls produits l'Apple Watch qui seraient présentés ce week-end, la semaine prochaine. On attend également de nouveaux AirPods. Allez, qui est fan d'AirPods et qui a acheté des AirPods 3 il n'y a pas très longtemps? Il s'agit bien sûr de Christophe Degrave, et c'était pas une bonne idée, Christophe. Non, c'était pas une bonne idée parce que visiblement, c'est pas sur le successeur des AirPods Pro que Apple travaille, mais plutôt en fait sur la sortie de ce qui va succéder aux AirPods 3. Et effectivement, c'est un peu la surprise quelque part. Donc effectivement, ce serait la 4e génération d'AirPods qui se distinguerait par des tiges plus courtes au niveau de son form factor, et puis un boîtier de recharge qui serait équipé évidemment de série parce que l'Europe le veut, en USB-C bien entendu. Et éventuellement, il y aurait un second modèle qui embarquerait la réduction active de bruit et qui serait légèrement moins cher que les AirPods Pro. Ça, c'est étonnant. Hein. Ce serait très étonnant. Ce serait un produit entre les deux. Donc, peut-être un peu moins de qualité en termes de son, en termes de plein de choses. Mais par contre, en fait, la réduction active de bruit, pourquoi pas finalement? Ouais, c'est d'autant plus étonnant que Samsung a ressorti la version 3 de ses Buds Pro, ses Buds et ses Buds Google Pro. Aussi, en même temps. Et Google a sorti les siens, ils sont moins chers. Et j'ai pas écouté ceux de Google encore, mais ceux de Samsung sont incroyables. Et moi, tout de suite, la première chose auquel j'ai pensé quand j'ai testé les Buds Pro, j'ai dit c'est pas grave, Apple va sortir des nouveaux AirPods cette fois-ci et il va être meilleur. Ça va arriver, mais j'espère. Je pense qu'ils vont le faire. Ou alors peut-être la nouvelle version de l'AirPod Max, peut-être. Ouais, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, mais ça n'a jamais été remis à jour. Hein. Ouais, ça fait longtemps. Ça va arriver. Allez, autre piste pour le 9 septembre prochain. On va voir ça avec Didier. On va parler d'iPad et d'iPad mini. C'est la dernière famille de produits qui va être présentée par Tim Cook la semaine prochaine, Didier. On l'a vu, pas d'iPhone pliable, mais 2 nouveaux iPads. Mais deux. Alors, celui où je pense qu'il y a plus de probabilité, c'est quand même l'iPad mini. Parce qu'il date de septembre 2021. Ça commence à être vieux pour un iPad. Donc, mais bon, il était très cher. Je ne sais pas s'il s'est bien vendu. Mais en tout cas, c'est sûr que les gens qui aiment ce format, ils veulent une puce plus récente. Ils veulent tout ce qu'on a maintenant sur les derniers devices. Donc, il serait temps au moins de faire une mise à jour. Le format, je pense, c'est pas mal. Hein. On a tous aimé cet iPad mini. Mais quand on a vu le prix, on s'est dit, bon, on va peut-être acheter un iPhone Pro Max. Et effectivement, ils n'ont pas renouvelé, là quand ils ont renouvelé les iPad Pro, l'iPad 10, ils ont baissé le prix. Par contre, c'est super parce que enfin, on a un iPad pas trop cher pour les enfants, dans les boîtes et tout, pour avoir un iPad récent USB-C. Mais il pourrait effectivement évoluer avec des puces un peu plus rapides. J'espère de l'USB 3 au lieu de l'USB 2. Et 2-3 petites choses cool comme le Wi-Fi 7, ça pourrait être quand même sympa. Juste une petite mise à jour, si possible sans augmenter les prix, ce serait vraiment bien. Moi honnêtement, je ne crois pas qu'il y aura tout ça à la keynote, mais bon, je peux me tromper. En général, les iPads, ça sort quand même plutôt en octobre, un petit peu plus tard. Il y a 3 ans, l'iPad mini est sorti en même temps que l'iPad, que l'iPhone, souviens-toi. Allez, justement, c'est pas fini. Il pourrait y avoir, regardez, un One More Thing.
Alors, quel produit surprise pourrait nous dévoiler Tim Cook en septembre prochain? Beaucoup de souhaits de votre part, qu'on a reçu sur X, regardez, de Fred notamment, alias F. Corbeau. J'aimerais qu'il s'annonce l'iPhone 17 déjà, car j'ai un 14, j'ai acheté toutes les 3 générations et je n'ai pas envie d'attendre l'année prochaine. C'est un bon argument. Alors, c'est vrai que depuis quelques semaines, on a vu arriver une rumeur d'un iPhone 17 Slim ou Air, comme vous voyez sur ces photos. C'est vraiment étonnant qu'un produit à 2 ans potentiellement avant sa sortie enfin, qu'on arrive comme ça à sortir une rumeur si tôt. Moi, je ne comprends pas. Il n'aurait que 5,1 mm d'épaisseur. Hein. C'est vraiment dans la lignée de l'iPad Pro M4. Tu comprends un petit peu ce qui se passe du côté de chez les leakers, de chez Apple, de laisser fuiter ce genre de choses, parce qu'on sait que souvent qu'ils organisent souvent les fuites aussi. Hein. Qu'est-ce que tu penses de cette rumeur de l'iPhone Slim, 17 Slim, Didier? Eh ben, écoute, c'est pas si étonnant que ça, parce que je sais plus, il y a pas très longtemps, il y avait un ingénieur d'Apple comme ça, enfin, même, je crois que dans l'interview de Bertrand Serlet, il nous disait que les produits, il les prépare presque 2 ans en avance, ils connaissent, tu sais, les cycles très longtemps. Oui. Donc, s'ils doivent passer des grosses commandes, qui font des tests de proto, tu vois, pour l'année prochaine, ça paraît pas déconnant. Là, les iPhone 16 et tout est fini, donc ils attaquent déjà le suivant. Et s'ils changent de form factor, tu le sais encore plus rapidement. Et surtout sur l'iPhone, hein, on a vraiment beaucoup d'infos là-dessus. Et surtout, ça permettrait que les iPhone Plus peut-être se démarquent un peu plus qu'aujourd'hui, juste le plus grand écran et un peu plus cher, et ils vendent du coup pas donc forcément très bien. L'iPhone Air, ce serait le remplaçant du 16 Plus, en gros, c'est ça. Voilà, ouais. En fait, tu vois, ils ont fait le mini, ça s'est pas bien vendu parce qu'ils le vendaient trop cher. Le Plus, ils le vendent aussi trop cher par rapport à ce qu'il est, donc il se vend pas bien. Donc là, tu dis, si j'avais une killer feature qui ferait que l'appareil se suffirait à lui-même, tu vois, il y a des gens qui voudraient juste un téléphone qui se plie, un téléphone plus fin, un téléphone plus petit, voilà, et peut-être que ça pourrait être la fonctionnalité intéressante. Donc pourquoi pas, moi. Et puis, autre souhait, beaucoup de demandes en plus de l'iPhone 17R aussi, on ne sait pas comment on va l'appeler, concernant l'Apple TV, Christophe, notamment de Steven Klimovic, regarde, une nouvelle Apple TV qui décode en hardware le AV1, le H265, l'AirPlay 4K avec un meilleur respect de la colorimétrie en AirPlay. Possibilité de mettre Brave en navigateur, ça je crois qu'on c'est pas pour tout de suite, et autres applications iOS, finalement être moins restrictif. Et idem pour Julien Pernet, regarde Christophe, une Apple TV ou boîtier dédié à HomeKit. C'est vrai qu'il manque une vraie passerelle digne de ce nom qui servirait en plus de hub Apple Intelligence pour tous les appareils du domicile qui n'y auraient pas accès. Ça c'est pas bête, car pas assez puissant. Ça fait du bien de rêver. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Regarde Thomas Drujon, pareil, Apple Intelligence en France, un Apple TV Gaming. Ça, c'est pour toi, Christophe. Et une fonction Home Cinéma avec des HomePod mini. Alors, tu y crois à la nouvelle Apple TV, Christophe? Oui, l'Apple TV va progresser. Alors, est-ce que ça va être présenté en septembre? Ça, je n'en sais rien. Mais par contre, effectivement, il y a ce vieux rêve d'avoir une Apple TV qui serait aussi dédiée au gaming. Mais dans ce cas-là, je pense que Apple devrait aller sur une véritable console de jeu, tu vois. Et puis, décidément, on a dit beaucoup de choses autour de ce verre de vin, mais c'est vrai. Et aussi acheter des studios, etc. Enfin, tout ce qu'on dit depuis à peu près 2 ans. Par contre, avoir un espèce de boîtier qui ne serait pas une Apple TV et qui serait dédié à HomeKit, pourquoi pas? Ce serait sympa. Ce serait plutôt pas mal, en fait, d'avoir un petit boîtier carré que tu payes vraiment pas cher. Et que tu viens situer dans la maison. Alors, sur la wishlist à adresser à Apple, si jamais ils font ce genre de petit boîtier, j'aimerais bien qu'il y ait une espèce de AirTag intégré qui te permette, dans Home, de contextualiser les actions qui vont être prises en fonction de là où tu vas te trouver par rapport à ces petits carrés. Ça pourrait être cool. Ouais, effectivement, ce serait pas mal. Toutes les réponses, donc le 9 septembre prochain à partir de 18h30, nous serons en direct et j'espère que vous serez au rendez-vous avec nous. Allez, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Christophe. Alors, Olivier, quel est, à ton avis, le geste le plus romantique que tu pouvais faire par rapport à ta dulcinée dans les années 80 ? Ça, non, voilà. Non, pas vraiment. En fait, ça a à voir avec ça. Non, je sais pas. Lui faire écouter ta musique. Ça a à voir avec ça. Partager. Ah oui. Lui filer un crayon et une cassette.
Alors, à l'époque, le truc, c'est que pour s'adulciner, on faisait des compilations, parce qu'on était tombé follement amoureux la semaine juste avant. Champion, et puis on se disait, ouais, moi j'ai vraiment envie en fait de lui faire connaître mes goûts, etc. Et donc j'enregistrais des musiques sur une cassette. Et puis après, on pouvait la rembobiner en fait avec un crayon. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a un super produit et qui en plus est fait par une boîte parisienne, donc Cocorico les gars, qui s'appelle We Are Rewind et qui a recréé un lecteur de cassette hyper design, hyper sympa, full en aluminium. C'est vraiment une réinterprétation des lecteurs de cassettes des années 80, donc il y a aussi le casque qui va bien. C'est une réinterprétation du lecteur de cassette des années 80, mais avec un boost technologique en fait, parce qu'il est stéréo, il y a une batterie lithium avec 12 heures d'autonomie à l'intérieur, il est full aluminium. Et tu mets tes cassettes. Je vous l'apporterai, il faut le toucher, c'est hyper sensuel. Il y a un mini jack. Il y a du wireless Bluetooth, donc on peut venir y appairer les AirPods si on veut. Et ça existe en jaune et noir, en orange, en bleu, en gris. Ça vaut combien ça? Ça se trouve sur le site de wearerewind.com, ça se trouve à la Fnac, ça se trouve chez Boulanger. C'est 157 €. Et franchement, ça tue grave. Et j'en profite pour remercier mon équipe chez Underside qui me l'a offert il n'y a pas tellement longtemps. Donc merci 1000 fois. Donc tu écoutes tes cassettes si tu ne les as pas jetées comme notre ami Stéphane. De ton côté justement, Stéphane, quel est ton coup de cœur? Alors, j'ai pris une série que j'ai vue cet été qui s'appelle Anatomie d'un divorce, qui est sur Disney+. Hein? Tu t'y connais, toi? Et je m'y connais, mais franchement, je pense que c'est un peu notre Ross Geller à nous, mais bon, voilà. Je vous encourage à la voir parce que en tout bien, tout honneur. Hein. Elle est très bien écrite, très bien écrite. Les acteurs sont tous formidables, et en plus, il y a des moments où on peut s'y retrouver, s'y reconnaître. Personnellement, moi, dès les 2 premières minutes, j'avais... Rachel va bien? Va bien, ouais. Très très bien. Finalement, il va finir avec Rachel, hein, vous allez voir. Bah oui, c'est l'objectif. Oui. Merci Stéphane. Didier, ton coup de cœur? Bien, après c'est private joke. Alors, tu sais, moi j'adore le content, il dit, putain, c'est passé. On m'a évité, je suis content. Quoi. Attends, il est en train de parler. Moi j'écoute Didier et que c'est son coup de cœur. On change de sujet, Didier. Sur les bracelets. Allez. Et pas de. Parce que moi j'adore l'Apple Watch Ultra et j'aimais beaucoup qu'Apple se mette au orange, parce que c'est une de mes couleurs préférées. Et je me suis fait un cadeau, je me suis acheté le Hermès, tu sais, qui coûte quand même assez cher. Mais parce que c'est du caoutchouc et tu le payes plus de 200 balles. Enfin bon. Mais il est vachement bien. Franchement, c'est un de mes bracelets préférés. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps chez Band, que tu connais. C'est pas sponsor, hein, je précise. J'ai vu qu'ils faisaient des bracelets orange. Et ils sont très beaux. Alors, je sais pas si vous pouvez les mettre en plein écran. Tu vois, je vais te les mettre devant comme ça. Donc, ils ont celui-là. Ils ont celui-là. Ils coûtent pas très cher. En plus, ils sont autour de 40 €, je crois. Mais ils sont extrêmement bien finis. Et il y a aussi celui-là qui est très, très beau. Je vais vous montrer vite fait. Là. Que je l'ai là, voilà, comme ça. Donc il ressemble aussi pas mal à ceux d'Apple, sauf que en fait l'orange est à l'intérieur. Donc en fait celui-là est noir, celui-là est blanc, et en fait l'orange est dedans. Donc j'étais un peu déçu. J'aurais dit faites-les en vraiment orange, mais par contre c'est quand même beau parce que l'orange sort un petit peu sur le côté, tu vois, avec du noir et tout. C'est assez stylé. Donc voilà, c'est chez Band qui vendent ça. J'ai un deuxième coup de cœur vite fait. On vient de se faire un cadeau parce que tu sais, on filme beaucoup dans les voitures et tout. Donc l'iPhone a un capteur, on l'a vu, 1 sur 1/3 de pouce à peu près, et lui a un capteur de 1 pouce. C'est-à-dire c'est quasiment 2 fois plus gros que le capteur de l'iPhone, et ça s'appelle la Osmo Pocket 3. Et en fait, les capteurs de 1 pouce, ça permet d'avoir des belles images, même quand c'est le soir, tu vois. Et cette caméra est incroyable parce que regarde, elle a un petit écran que tu tournes comme ça, donc pour l'allumer. Et tu as une position verticale pour filmer pour TikTok, par exemple, une position horizontale comme ça. Et puis elle est hyper bien stabilisée. Et surtout, elle se connecte avec, tu sais, les petits micros DJI automatiquement. Donc en fait, ça, c'est devenu... avant, le son était un peu pourri, tout, il y avait plein de défauts. Maintenant, elle est vraiment super. Et à tel point que tu as des gens qui achètent ça pour faire vraiment de la vidéo pro maintenant. C'est bien meilleur qu'une GoPro par exemple, alors que c'est super petit. Et là tu vois, j'ai mis la batterie dessus, mais la taille normale c'est ça, quoi. Donc c'est vraiment la taille d'une main, avec une super autonomie et tout. Donc bravo DJI, c'est juste incroyable les produits qu'ils font, quoi. Super. Laurent, ton coup de cœur? Alors moi, en cette semaine de rentrée, et vu que la semaine prochaine on va se ruiner,
Je me suis dit qu'il fallait un... Peut-être pas, hein, les produits ne sont pas dispo tout de suite. Un cadeau, ouais, tu peux les commander. Il fallait un truc simple. Et donc, en fait, moi, c'est un stylo, ok. Donc, c'est un crayon à papier, c'est un Critérium. Okay. Jusque-là, parfait. C'est un Critérium, c'est Uni, la marque japonaise qui fait ça. Et en fait, bon, c'est un brevet, c'est eux qui ont ce brevet. Moi, j'écris beaucoup au Critérium. J'écris beaucoup au Critérium. Et les Critériums, ils ont tous le même défaut. Le défaut du Critérium, c'est que la pointe, en fait, quand tu écris, elle fait un plat. Donc, au début, elle te fait un trait très beau. Et puis, plus tu écris, plus c'est plat. Et en fait, ça te fait un truc un peu pâteux, quoi. En fait, là, à chaque fois que la pointe que tu appuies la pointe, donc dès que tu lèves, que tu appuies, ça bouge de un demi-degré à chaque fois. D'ailleurs, c'est transparent, hein, et on le voit à l'intérieur, il y a un cercle qui tourne, et en fait, donc la tête, la mine, elle tourne tout le temps. Donc, il y a tout le temps une mine pointue, parce qu'à chaque fois que tu fais un trait, elle se taille, et donc, en fait, ce crayon, ça ne vaut que 10 €, quoi. C'est franchement... Faites-vous plaisir en cette rentrée. Ouais, ça existe, 9 € même, pour être précis. Donc, vu que c'est la rentrée, que la semaine prochaine, on va être ruiné, notre banquier va un truc, je me suis dit, c'est un bon truc. Donc, alors, là, le nom le nom, c'est Kuru Toga. K-U-R-U-T-O-G-A. Donc voilà, en dehors du fait que Toga est le nom, je crois, du code en fin de piste quand tu décolles pour les avions ou d'un quartier de Bastia. Voilà. Oui, un célèbre port notamment. Un port de plaisance. De mon côté, alors c'est un truc qu'aime beaucoup, c'est une fonction qu'aime beaucoup Laurent. C'est une serrure connectée. Alors, j'ai pas été chercher du côté de chez... d'habitude, on me présente le système qu'on a installé à la régie, c'est le système de serrure connectée. Ah, Nuki. C'est la marque Aquara. Moi, j'ai bien aimé leur nouveau modèle, s'appelle le Smart Lock. D'abord parce qu'elle est compatible Matter, donc elle est compatible bien sûr avec tous les produits Matter, mais aussi Apple HomeKit, donc ça reste aussi du HomeKit. Elle intègre du NFC et du Apple HomeKit, donc quand vous approchez l'Apple Watch, vous approchez l'iPhone, même éteint, il va ouvrir la porte. Serrure. Ouais. Et vous pouvez encore, vous pouvez aussi distribuer des cartes NFC à des proches s'ils n'ont pas d'iPhone, comme des enfants, etc. Ce qui est très sympa aussi, c'est qu'il y a un gyroscope intégré qui détecte si vous avez mal fermé et vous rappelle de venir bien verrouiller la porte. Ça, c'est vraiment pratique. Et puis un truc tout bête, c'est le mode silencieux parce que ça, mine de rien, ça fait du bruit ces engins. Donc si vous rentrez tard le soir, vous pouvez le faire très discrètement pour pas que ça réveille toute la maison. Voilà, ça coûte autour des 200 € et c'est vendu avec accessoirement. C'est un peu plus cher que le modèle de chez Nuki, mais il est vendu avec le clavier et le lecteur d'empreintes digitales à distance, okay. Alors qu'ils sont vendus séparés chez Nuki. Voilà, c'est une belle alternative. On aura le temps de le tester plus en détail dans une vidéo et de vous faire un spécial à Maison Connectée comme chaque année avec Laurent, Stéphane, Didier et Christophe en fin d'année, début décembre, vraisemblablement, le Smart Lock d'Aqara. Allez voir ça, c'est dans la description de la vidéo. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre utilité. Merci les amis en plateau, Stéphane, Laurent, en duplex, Christophe et Didier. Un grand merci à toutes les équipes de Refait le Mac. Lilian, Merveille, Paul bien sûr et je n'oublie pas Émilie et Gatien. On a eu énormément de difficultés cette année à reprendre puisqu'on a eu de gros soucis techniques avec la régie et ils ont assuré comme des bêtes. Bravo messieurs et mesdames, vous n'avez pas démérité, vous n'avez pas compté vos heures. On a vraiment... Voilà, c'est chaque fois un petit miracle de sortir une émission chaque semaine, mais alors là, c'est encore plus vrai cette semaine, surtout qu'on en sort 2 maintenant par semaine avec On refait la F1. Allez la voir et abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous pour le live Apple Event avec toute l'équipe de On refait le Mac à partir de 18h30 sur la chaîne YouTube. Hein. Et puis, vous nous retrouvez également sur Mac Forever, et sachant que Didier fera aussi un petit live dont il a le secret de son côté en texte. À la semaine prochaine, 18h30 sur On refait le Mac et sur notre chaîne YouTube. Salut, merci encore pour votre fidélité. Au revoir.